Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus pour la table ronde sur les jeunesses en Trégor, organisée par le Conseil de développement en partenariat avec Avenir Jeune, Habitat Jeune en Trégor-Argoat, la ville de Lannion et Lannion Trégor Communauté. On va parler de... La discussion va tourner autour d'un rapport qui a été publié par le Conseil de développement et qui ressort d'une étude qu'on va vous expliquer tout de suite. Mais d'abord, je vais donner la parole à Gilles Blanchon, qui va présenter le Conseil de développement. Bonsoir à toutes et tous. Je crois qu'il y en a quand même quelques-uns qui connaissent le Conseil de développement. Qu'est-ce qu'un Conseil de développement? C'est un organe de démocratie participative qui est rendu obligatoire de par la loi pour les EPCI de plus de 50 000 habitants, ce qui est le cas sur le département pour 5 d'entre elles, je crois, ou 6. Et c'est le cas pour Lannion Trégor Communauté, bien sûr, puisqu'on tourne autour de 100 000. Le Conseil de développement représente la société civile organisée ou non, c'est-à-dire société civile organisée sont les associations, les syndicats, toutes les structures possibles et imaginables, et puis des citoyens lambda, entre guillemets, qui souhaitent travailler sur les sujets qui intéressent la population locale. On intervient de plusieurs manières. Ça peut être une saisine, c'est-à-dire à la demande des élus d'LTC de travailler sur un sujet, ou de notre propre chef, on s'intéresse à un sujet. C'est le cas ce soir quand on parle des jeunesses. C'est une initiative du Conseil de développement. Et puis, ça induit derrière un rapport. Un rapport, ça peut servir à caler une chaise ou une table, mais on essaye de le rendre public, c'est-à-dire de le rendre public auprès des élus locaux pour qu'ils s'en emparent, et aussi au niveau du public au sens large du terme. Soit vous pouvez l'avoir par papier, soit en le téléchargeant sur le site, et puis des conférences débats, tables rondes comme on organise ce soir. Donc l'adresse pour télécharger l'adresse internet va être diffusée pendant toute la discussion. Vous pouvez la copier, consulter le rapport. Il y a plein de chiffres, de camemberts et de textes qui donnent plein d'infos sur la population. On ne fera pas tout le tour, on ne donnera pas tous les détails techniques en fait ce soir. On a choisi 5 thèmes. Mais d'abord, je vais laisser Catherine Lebras présenter ce rapport, parce qu'elle a beaucoup participé, fait partie du Conseil de développement et a participé à la rédaction. Donc je vais la laisser le présenter et après je vous expliquerai les thèmes qu'on a retenus pour la discussion. Bien, oui, donc Gilles vous a expliqué comment le Conseil de développement se saisit d'un sujet. Il nous semblait que le thème des jeunesses était vraiment prépondérant sur notre territoire parce que c'est un territoire qui est vieillissant et donc dans le rapport vous trouverez tous les chiffres qui montrent que le nombre de jeunes par rapport à la population, déjà en tant que tel, mais par rapport à la population totale, a beaucoup diminué. Et donc c'était pour nous impératif de se saisir de ce sujet et le travail a été relativement long parce qu'il y a eu le Covid entre-temps, enfin bref, etc. etc. Ceci dit, on avait quelques objectifs essentiels. D'une part, parler des jeunesses, parce qu'il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses, et dans tout le territoire, c'est-à-dire pas uniquement sur Lannion, mais sur les 7 pôles, puisque le territoire de Lannion Trégor Communauté comporte 7 pôles, hein, Plestin-les-Grèves, Plouaret, Cavan, Lannion, Perros-Guirec, Tréguier et les Ardrieux. Or, la situation en ce qui concernait la jeunesse de 15 à 30 ans, qui est l'écart que nous avons choisi, est très différente suivant les différents pôles et n'ont pas forcément les mêmes problèmes suivant l'endroit où ils résident ou l'endroit où ils se rendent. Donc on a bien tenu à ce que ce soit, disons, tous les pôles. Par ailleurs, on a souhaité donc rencontrer des personnes élues, partenaires, etc., sur l'ensemble de ces pôles. Et donc, c'est 30 à 40 personnes. Et ensuite, avoir aussi la parole des jeunes. Et donc, on a lancé un questionnaire pour lequel il y a eu 800
4 réponses, donc il nous semblait quand même beaucoup, dont vous avez les résultats dans ce travail, hein, sous forme de camembert ou autre. 804 jeunes sur 8000 Oui. sur 8000 concernés dans la population. Oui. Sur les 100 000 habitants de Lannion-Trèves-Communauté, il y a 8000 personnes de 15 à 30 ans. Ça représente 10% de répondants. Voilà. Alors ensuite, il y a un thème qui était assez fort, c'était la mobilité. Et donc là, on a souhaité faire des interviews auprès de jeunes sur les différents endroits aussi du territoire. Et vous allez avoir en projection un extrait de ces interviews tout à l'heure. Mais ce n'est pas bien sûr le seul thème sur lequel on s'est appesanti. Je vais faire un peu le déroulé. Oui. C'est bon pour la présentation Voilà. du rapport ? Voilà. Je vais pouvoir faire le déroulé, parce qu'effectivement, il y aura une sorte d'entracte avec un film qui va être diffusé, avec des réactions de jeunes. On a retenu, il y a 5 thèmes très forts qui ressortent de ce rapport. On a retenu la santé, l'emploi, la mobilité, le logement et les loisirs. Voilà, donc on va commencer, et donc on commencera par la santé et l'emploi. On diffusera le film avec les interviews de jeunes qui parlent, et ensuite on en parlera avec les intervenants que je vous présenterai au fur et à mesure de leur prise de parole. Voilà, ou alors je le fais maintenant. Je peux commencer par faire un petit tour de table, voilà, pour vous les présenter. Alors, honneur aux jeunes, c'est un peu le thème. Il y a Marie Raoult qui représente le Conseil régional des jeunes. Ensuite, il y a Virginie Turbo de la mission Virginie Turbo qui est à ma droite, qui représente la mission locale appelée ici Avenir Jeune en Ouest Côte d'Armor. Chantal Friedrich qui représente Habitat Jeune en Trégor-Argoat. Pierre Huonic à ma gauche, qui est élu de Plouguiel et responsable de l'économie sociale et solidaire à LTC. Et puis Yann Le Carrère, qui est du service jeunesse de la ville de Lannion, voilà, qui connaît très bien les jeunes sur le secteur de Lannion, mais qui intervient à plein de niveaux. Et chacun, je vais donner la parole d'abord à chacun sur un thème. Après, les autres pourront prendre la parole librement. Et ensuite, on va faire 10 minutes à peu près par thème. Et ensuite, vous dans la salle, n'hésitez pas à faire part de vos réactions ou si vous avez des questions à poser aux intervenants, vous avez aussi la libre parole. L'idée, c'est d'être plutôt interactif ce soir. Donc, on démarre sur la santé avec un constat qui m'a frappé dans le rapport. Voilà, je vais donner la parole à Yann Le Carrère. C'est le constat qui existait avant la crise sanitaire du Covid en 2020, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes psychologiques chez les jeunes et que souvent les problèmes psychologiques chez les jeunes correspondent à un décrochage des soins en général. Et c'est quelque chose qui ressort de très fort dans ce rapport. Voilà, bon, Yann Le Carrère, si vous voulez réagir déjà sur ce thème et les interventions de votre service auprès de la jeunesse et comment vous constatez ça au quotidien. Oui, alors tout à fait. Là, les structures information jeunesse, on en a quelques-uns sur le territoire, dont à Lannion. Et c'est vrai qu'on est régulièrement interrogé sur le domaine de la santé. Donc, je dirais que jusque-là, les problématiques santé sur les 15-30 ans, et notamment sur la période où on quitte les parents, le domicile des parents et où on s'installe tout seul, il était assez orienté vers des soins relativement onéreux. C'est-à-dire on savait qu'il y avait un arrêt des soins dentaires, par exemple, des choses comme ça, parce qu'on n'avait pas le temps de prendre la mutuelle, parce que ce n'était pas des soins qu'on appréciait beaucoup, et dans la priorisation financière qu'on fait quand on s'installe, payer des soins, c'est pas forcément ce qui nous attire le plus. Donc on savait qu'il y avait cette rupture-là. Mais c'est vrai que la crise Covid fait ressortir quelque chose qui existait déjà avant, c'est les problèmes d'ordre psychologique de la jeunesse 15-25 ans. Alors ça ressort en épingle à la période du Covid, mais en fait ça existait avant.
Et ça continue à exister maintenant. Là, les dernières enquêtes observatoires qu'on a et qui viennent de paraître avec le GEPA notamment, montrent qu'on revient à un niveau d'avant crise Covid. Juste après crise Covid, on a eu un pic, mais on revient à un niveau d'après. Ça n'empêche que quand on regarde le questionnaire qu'on a fait sur le territoire, 71% des jeunes interrogés nous disent qu'ils ont des problèmes d'ordre psychologique. Il faut mettre ça en lien avec le fait que les troubles psychologiques, notamment de type dépressif, c'est à ce moment-là que ça s'installe dans la vie. Et quand on l'installe à ce moment-là dans la vie, ça risque d'être redondant derrière. Et c'est très très difficile à identifier. Je parlais juste avant du dentiste. Quand vous avez besoin d'aller chez le dentiste, vous le sentez. Quand vous avez besoin d'une aide au niveau du psychologique, quand vous êtes en train de rentrer dans une phase dépressive, vous ne le sentez pas forcément, d'autant plus quand vous êtes jeune et que tout autour de vous, on vous dit « vous êtes heureux, vous êtes jeune, vous faites la fête, tout va bien ». Et non, ça peut s'installer là. Donc c'est vrai que le Covid nous fait sortir ça en épingle, le Covid nous aide un petit peu à avancer sur le domaine, un petit peu. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait déjà des structures comme on a le PAEJ, le point accueil, écoute jeune, passage sur Lannion, mais en fait qui dispose que de 3 jours d'intervention. On avait le centre médico-psychologique. Et puis, en fait, après, il y a des renforcements, notamment dans les établissements universitaires, on voit apparaître des présences de psychologues à certains moments donnés de la semaine. On voit apparaître des formations en premier secours en santé mentale, qui fait que progressivement, tous les gens qui sont autour des jeunes doivent pouvoir être formés à identifier ces problématiques-là qui émergent et orienter vers le soin. Justement, au service jeunesse de Lannion, vous voyez des gens arriver et vous pouvez les orienter et les accueillir, leur en parler, oui. Les sensibiliser au fait que peut-être ils sont en détresse psychologique sans s'en rendre compte. Oui, alors on peut les accompagner, on peut identifier les problématiques. Des fois, ces problématiques-là, elles sont assez difficiles à identifier, même quand on est formé, c'est-à-dire que toute l'équipe est formée. Là, par exemple, moi, il y a quelque chose qui m'étonne dans les 2 dernières années, parce qu'on accueille beaucoup de volontaires en service civique, c'est de voir le nombre de personnes qui se présentent pour faire un service civique, qui arrêtent les études au niveau de la première à peu près, et qui sont en fait, quand on a une petite formation, déjà touchés par des problématiques d'ordre psychologique assez lourdes pour ne plus leur permettre de suivre la scolarité. C'est ça qui a sans doute été la rupture. Dès 16 ans, en fait. Dès 16-17 ans. Ouais, d'accord. Virginie Turbo, vous qui êtes, vous aidez les gens, en fait, avec la mission locale à intégrer le monde du travail, en apprentissage ou les aidant à trouver des CDD ou un premier emploi. Vous constatez ça aussi ? Exactement. Ce sont les mêmes constats qui sont faits par les équipes de conseillers en insertion sur nos pôles, sur le pôle urbain de Lannion, mais effectivement aussi sur des permanences dans les territoires. La situation de la santé mentale s'est dégradée. Le Covid a forcément renforcé, comme tu disais, Yann, comme vous disiez, Yann. Ça s'est dégradé. Et en parallèle, on a quand même des moyens. Il y a des moyens, il y a des financements qui existent. Donc, ce qui est intéressant, c'est effectivement tous les services qui sont mis en place. Mais il faut quand même avoir conscience de ça, je pense. Quand on est sur un territoire comme le nôtre, l'accès à l'autonomie, l'accès à l'emploi, si elle se fait dans des bonnes conditions au niveau de la santé physique et mentale, c'est l'objectif qu'on peut viser, quoi. Et aujourd'hui, dans les principales difficultés, tu disais, le décrochage se passe après le bac. À la mission locale, on accueille des jeunes en décrochage en cours de scolarité, mais tout le monde est concerné, tout type de profil, que ce soit un jeune qui a arrêté au lycée, qui fait une pause, parce qu'il ne supporte plus sa situation actuelle. C'est trop compliqué. Et cette situation-là, elle doit être résolue. Elle prend du temps. Et il faut laisser ce temps-là aussi à cette jeunesse. Donc on a une jeunesse qui n'est pas... comment dirais-je ? Il faut accepter aussi les différences de vécu, les différences dans les parcours. Ils ont énormément de potentiel, énormément de ressources. Donc ils avancent. Mais c'est une réalité, quoi. Et le fait, par exemple, qu'ils arrêtent l'école en première, comme le disait Yann,
Est-ce que c'est quelque chose qu'ils vivent comme un échec et qui peut les freiner après, les entraîner vers des problèmes psychologiques et les freiner dans l'insertion professionnelle, ou comment vous pouvez les aider un peu à digérer le fait d'être scolarisé, par exemple? Oui, la confiance en soi, l'estime de soi, elle est affectée nécessairement, puisqu'il y a une rupture avec un collectif étudiant, lycéen. Voilà, on se retrouve dans une bulle en tant que demandeur d'emploi, isolé. Si on est sur un territoire éloigné où on a peu de services santé ou jeunesse, l'isolement géographique, c'est aussi une réalité. Même s'il existe les réseaux sociaux où ils gardent du lien très concret, c'est un lien éphémère. Enfin, c'est pas un peu artificiel aussi. Voilà, un peu plus artificiel, mais ça maintient ce lien quand même. Donc oui, on les accompagne avec un certain nombre de partenaires sur le territoire. Tu citais tout à l'heure Passage, mais il y a effectivement le XAPA, le centre de santé sexuelle. Il y a plein de prestataires sur de la sophrologie, de l'écoute psychologique, les mutualités. Voilà, il existe plein de services et heureusement, parce que ça permet. Et il faut que ça sache aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les jeunes restent isolés avec leurs propres difficultés. Voilà, il ne faut pas que ce soit un sujet tabou. On va donner un peu la parole à Marie Raoult. Vous êtes encore au lycée, vous êtes en terminale. C'est ça, exactement. Donc moi, je suis élue au CRJ. Et donc, ce qu'il faut bien visualiser, en fait, c'est que nous, au CRJ, on a une commission qui est la commission santé. Et parmi les jeunes, il y a une conscience très forte de ces problèmes, notamment de santé, du coup, mentale. C'est une très, très forte préoccupation. Et ce qui la renforce, c'est que dans nos institutions de type lycée et collège, il n'y a pas de réel encadrement qui permet aux jeunes, justement, soit d'en parler, soit d'être encadrés. Et donc, en fait, l'encadrement va se faire beaucoup à l'extérieur. Et donc, le temps de prise en charge entre le moment où il y a une prise de conscience du jeune qu'il y a une détresse psychologique et donc le moment où il y a une prise en charge, c'est un temps qui est assez long et où justement la santé a tendance à se détériorer avec peut-être justement de l'absentéisme, voire un décrochage scolaire qui peut être assez pénalisant justement dans une future insertion, etc. Merci. Est-ce que dans le public, vous voulez intervenir sur ce thème? Est-ce que vous avez des témoignages, des réactions? Monsieur, on va vous passer un micro. On va allonger le bras. Voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'avais une petite question parce que ce que je comprends dans les accompagnements divers qui sont faits auprès de la jeunesse, on est, je dirais, dans le curatif un peu, enfin l'accompagnement curatif, mais est-ce que vous avez parce que quand j'entends que 71% des jeunes du territoire se disent avoir des problèmes psychologiques, est-ce que vous avez alors j'allais dire, est-ce qu'il y a des raisons, enfin, moi quand j'entends que 71% des jeunes ont des problèmes, je me dis qu'il y a quelque chose de structurel un peu dans cette situation-là. Alors est-ce qu'il y a des facteurs justement qui, alors j'en sais rien, peut-être le parcours scolaire, l'environnement familial, enfin, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont identifiées de l'ordre, je dirais, un peu du structurel. Merci monsieur. Je pense que Yann Le Carrère du service jeunesse à Lannion est pas mal placé pour en parler. Alors effectivement, il y a quelque chose qui est, je dirais malheureusement, à la mode en tous les cas, qui a été relativement facilement identifié ces dernières années, c'est ce qu'on appelle l'éco-anxiété. C'est-à-dire qu'on a toute une génération qui, en fait, avec les problèmes de réchauffement climatique, développement durable, s'aperçoivent qu'en fait on arrive contre un mur et beaucoup plus puissamment que leur génération aînée et du coup développent une anxiété à partir de là. Ça c'est un des exemples malheureusement parce qu'en fait ces jeunes-là vivent aussi dans un monde très anxiogène. On ne leur raconte pas simplement que la planète est mal partie, on leur raconte également que le monde du travail ne les acceptera pas,
voilà, que en fait il y a des guerres à côté de chez nous, que en fait on vit dans un monde super anxiogène, et nous on a pris l'habitude de vivre avec. Et il y a certains sociologues qui ont déterminé un fonctionnement qu'ils appellent l'intégration inconsciente de la déficience. C'est-à-dire que génération après génération, les gens ont intégré inconsciemment, au plus profond d'eux-mêmes, que ça va de plus en plus mal et qu'eux sont de plus en plus mal barrés par rapport à cette situation. Donc là, quand on est parti sur ce mode-là, c'est assez difficile d'être en bonne forme psychique, quoi, en fait. Et quand on revient sur l'éco-anxiété, il y a une chose qu'on a remarqué aussi, c'est que si on prend part à la solution de manière individuelle, on va mieux. Donc c'est ce qu'on appelle l'empowerment, c'est prendre soi-même le taureau par les cornes, même si c'est une goutte dans l'océan, mais rien que de le faire, on est moins anxieux. Et donc ça, c'est une des solutions. Une des solutions, c'est déjà faire attention à notre discours et pas vendre du cauchemar. On peut aussi vendre du rêve à certains moments donnés. Et puis également donner la possibilité à chacun, mais notamment aux jeunes générations, d'agir pour améliorer les choses. Et là, déjà, ça baisse un petit peu la tension. Merci. Je crois qu'il y avait une dame aussi qui voulait prendre la parole. Oui, allez-y. Bonsoir. Donc, Isabelle Bonnefond, professeure au lycée Le Dantec. Donc, je vais donner le point de vue de l'enseignante. Pour rebondir sur ce que Marie a dit tout à l'heure, oui, il y a des infirmières scolaires auprès desquelles les élèves viennent se confier, mais qui sont trop peu nombreuses. On n'a plus de médecins scolaires qui viennent de façon régulière dans les établissements. Ça fait des années qu'on appelle à l'aide, qu'on le signale. Et c'est clair que s'il y avait déjà bien en amont des personnes formées pour écouter, la situation irait mieux. Il n'y aurait pas ce temps de latence où ça se dégrade que vous avez décrit. Nous aussi, on a constaté les effets de la Covid et du confinement. Je pense qu'on ne mesure pas encore tous les effets de cette période qui a été vraiment dévastatrice auprès de beaucoup de jeunes qui se sont retrouvés isolés et qui se sont un peu repliés sur eux parce qu'en effet, oui, les réseaux sociaux, c'est une façon de rester en relation, mais c'est artificiel, c'est virtuel. Et il y en a même qui continuent à être dans cette relation-là et qui n'ont pas vraiment renoué avec les vraies relations avec les camarades dans la classe. Enfin, ça c'est quelque chose qu'on a constaté également. Donc des classes très nombreuses aussi. Hein. Moi, je vois, j'ai une classe de première technologique à 35 élèves. Bon. On ne peut pas être attentif autant qu'on souhaiterait l'être. Ça nous renvoie, nous aussi, un sentiment parfois d'impuissance. Et nous aussi, on ne va pas très bien toujours psychologiquement. Voilà. Donc c'est bien qu'on en parle et il faudrait vraiment qu'il y ait un engagement politique beaucoup plus important. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vois qu'il y a des gestes... Pas pour vous arrêter, mais en fait, on va essayer de... Vous allez voir que tous les sujets sont transversaux, donc peut-être que votre demande de parole pourra coïncider avec la suite de la discussion. Il faut qu'on enchaîne, on a 5 sujets, comme je vous l'ai dit, on essaiera de prendre un petit temps de conclusion aussi, mais vous aurez sans doute l'occasion de revenir vers nous. On va parler de l'emploi maintenant, avec Virginie Turbo, donc je l'ai dit, d'Avenir Jeune Ouest Côte d'Armor, la mission locale, enfin de l'Agnon, et sur toute la communauté. Et vous m'avez beaucoup parlé quand on a préparé la table ronde de la transition. On parlait beaucoup de l'école, là, du lycée notamment. La transition lycée-vie active avec beaucoup de précarité, qui n'est pas toujours facile à vivre. Donc c'est un enchaînement un peu assez harmonieux finalement entre les difficultés scolaire, de décrochage et l'entrée dans la vie active. Vous voulez bien en parler un peu ? Oui, ouais, effectivement, cette période charnière de la sortie de la vie étudiante, de la vie lycéen, l'entrée sur le marché du travail, elle se fait avec beaucoup de précautions. On venait de parler de la santé. Voilà, c'est source de stress, source d'inquiétude.
On sait aujourd'hui que le taux de chômage sur le territoire, il est plutôt en baisse. Cependant, c'est simplement un indicateur, le taux de chômage. Il faut aussi se référer à d'autres indicateurs, comme le nombre de NEET, les jeunes qui ne sont ni en formation, ni en emploi, ni au travail. L'acronyme, là, c'était quoi? Ni en emploi, alors c'est en anglais normalement, mais je vais le faire en français. Ni en emploi, ni au travail, ni en formation. Et ce sont des jeunes, et tout ce qu'on appelle le halo du chômage, c'est-à-dire des jeunes qui n'ont pas recours aux services d'accompagnement vers l'emploi. Et c'est une réalité. On parle aussi beaucoup des invisibles sur les territoires. Voilà. Et cette transition, cette rentrée dans le marché du travail, eh ben, certains jeunes la passent de façon un peu compliquée. L'estime de soi est affectée. Voilà. Donc, l'étape de la situation de santé, en tout cas au moins la situation de confiance en soi est un peu dégradée. On a aussi, ce que je voulais dire aussi sur la situation de l'emploi, c'est qu'on a une tension sur le marché. On a un marché de l'emploi avec des entreprises qui ont des besoins de recrutement importants. Une offre qui n'est pas, en tout cas une demande d'emploi qui n'est pas présente sur le territoire. Certains jeunes qui se détournent un peu de certains milieux professionnels. Donc il y a effectivement ce décalage. C'est une réalité aussi. La particularité de notre territoire, c'est la saisonnalité, avec de forts recrutements à certaines périodes de l'année, qui sont des opportunités d'emploi pour les jeunes. Que ce soit dans l'agriculture, le tourisme, il y a plein de secteurs l'hôtellerie, restauration, voilà, et même dans plusieurs domaines. En tout cas, on a cette opportunité économique là, sur le territoire de la saisonnalité, et qui peut être un tremplin pour les jeunes pour effectivement se réinsérer ou s'insérer sur le marché du travail, acquérir les premières expériences avant de faire carrière, si ce n'est qu'aujourd'hui, les jeunes générations n'ont plus les mêmes aspirations et que le rapport au travail a évolué et que le travail n'est plus forcément pour certains d'entre eux une finalité, mais plutôt un moyen de s'accomplir ou d'accomplir d'autres projets. Voilà, la notion d'engagement dans la vie active, elle va prendre peut-être une couleur un peu différente. Les jeunes sont un peu là où on ne les attend pas. On les attend dans un certain secteur d'activité et ils ne viennent pas vers ces secteurs d'activité. Donc nous, notre challenge aussi, c'est de pouvoir mieux les comprendre, mieux les connaître, leur faire des propositions adaptées et encourager aussi les acteurs du territoire à adapter aussi les propositions. Soutenir les projets innovants, enfin, on en parlera peut-être après. Et vous m'aviez aussi parlé de la difficulté pour certains jeunes à entrer dans le monde du travail par le manque de soutien des fois de leur famille, en grande précarité, avec des parents qui sont d'une génération qui connaît déjà la précarité et qui ont du mal à être un vrai soutien, notamment sur certaines parties du territoire, des gens qui sont en galère, qui ont du mal à aider leurs jeunes ou un enfant entre 16 et 20 ans à entrer dans le monde du travail parce qu'ils n'en ont pas les moyens. On a un territoire qui est diversifié avec géographiquement, mais aussi du point de vue économique. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais le niveau de revenu est aussi diversifié. Toutes les études, les analyses des besoins sociaux l'ont fait remarquer. Il y a des territoires, effectivement, d'LTC, où le revenu du foyer est moindre par rapport à d'autres territoires, ce qui n'empêche que les gens travaillent, mais les gens travaillent sur des postes à valeur ajoutée plus basse. Ça crée des contextes aussi économiques, des foyers familiaux et peut-être une incapacité à soutenir les enfants de la famille ou les jeunes de la famille aussi loin que dans d'autres situations. Le fait de ne pas avoir recours aussi aux droits, c'est aussi une posture qui est légitime. On a des familles qui adoptent d'autres stratégies, des parents qui adoptent d'autres stratégies. L'idée, c'est surtout que les jeunes puissent avoir accès aux droits n'importe où il va se situer sur le territoire, qu'il soit à Logivy-Plougras, à Tréguier ou à Lannion. Il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas accès à une certaine autonomie. Ça passe par l'emploi, avec un logement décent, avec une liberté de se déplacer. Mais on va en parler après. Et Pierre, en tant que maire de Plouguiel et vice-président à l'économie sociale et solidaire, est-ce que vous avez envie de réagir sur ce thème de l'intégration dans le monde du travail? Oui, parce que c'est primordial. Alors, je ne suis pas vice-président, peut-être un jour, mais ce n'est pas très grave.
Tout ça, c'est des titres un peu pompeux. Tout ce qu'on dit là actuellement, que ce soit sur la santé mentale, sur l'emploi, en fait, je pense qu'on parle de la rupture en la croyance de la promesse de la société des années 60 où tu as un chemin droit, l'État te prend en charge dans l'éducation, voire te fournit un logement, et on en reparlera sûrement. Ensuite, tu fais tes études, tu as un métier rémunérateur et tu arrives avec une bonne retraite et tu meurs en bonne santé. Voilà. Je pense que ça fait plusieurs générations qu'on se rend compte que c'est pas vrai et qu'on arrive à la fin de cette croyance en cette promesse. Et donc que les jeunes qui, forts de constater que pour leurs grands-parents c'était pas évident, que pour leurs parents c'était encore moins évident, qu'on leur promet un avenir, comme tu disais, pas vraiment radieux, et si on pouvait encore noircir le trait, on le ferait, qu'ils fassent un pas de côté par rapport à l'emploi et cette promesse en se disant je vais peut-être commencer par réfléchir pour moi-même, et sur moi-même, ça ne me choque pas vraiment, je trouve ça plutôt intelligent. Je pense que c'est à nous, ceux qui continuent à croire en cette promesse, peut-être à réfléchir. Voilà. L'emploi sur le territoire d'LTC est quand même très divers, très varié. On a plusieurs problématiques, c'est l'accès à l'emploi. Alors nous, en tant qu'agglomération, on travaille tout le temps avec les acteurs professionnels locaux tels que toi, Virginie, à la mission locale, par soutien. On essaye de faciliter les rapports entre les différents partenaires, notamment l'État et la région, dont c'est leur compétence. Et surtout, le rôle de chacun à chaque niveau, c'est d'arriver à trouver l'emploi en lien avec le territoire et qui permet de vivre sur le territoire. Et donc, ça veut dire aussi d'avoir les bonnes formations. Et de redonner confiance dans les projets individuels et collectifs. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'emplois dans des secteurs un peu difficiles. Est-ce que c'est facile à 18 ans d'aller dans les serres à tomates? À Plouguiel, il y en a pas mal, par exemple. On voit plein de gens essayer et arrêter au bout de 10-15 jours, parce que c'est trop pénible. Il y a une certaine pénibilité. Et est-ce qu'entrer dans la vie professionnelle comme ça, avec des CDD en plus, est-ce que c'est très attirant pour les jeunes de Plouguiel? Est-ce que vous avez des retours là-dessus, par exemple? Des retours. Le constat, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes de Plouguiel qui sont dans les serres ou qui sont aux huîtres. C'est aussi la reconnaissance du travail. Tout travail, aussi pénible ou répétitif qu'il soit, la reconnaissance, finalement, c'est les salaires. Un petit mot, c'est sympa, mais ça nourrit pas. C'est vraiment les salaires et l'adéquation aussi entre l'outil de travail, la pénibilité. Donc c'est vrai que nous on constate que dans les serres, c'est beaucoup de travailleurs détachés qui sont là et que c'est pas les locaux qui viennent dans ces serres-là. Donc non, c'est pas attractif. D'accord, merci. Dans le public, vous avez envie de réagir sur ce sujet? Madame? Je suis maman d'une étudiante sur Brest et un lycéen sur Lannion. Et également un mari qui prend souvent des stagiaires. Et ce que je m'aperçois aussi, c'est ma fille qui a bientôt terminé ses études à Brest. Elle n'a pas vraiment l'intention de revenir par ici, parce qu'il faut aussi que le territoire offre aussi des choses pour ces jeunes. Et elle ne voit justement au niveau santé, généralement les rendez-vous, elle en a facilement là-bas, ici non. Pour s'amuser aussi, une soupape de sécurité. Il y a, pour vraiment se détendre, c'est vrai que dans les grandes villes, nos jeunes ont plus des endroits pour s'amuser. Également, l'alternant que mon mari a pris il n'y a pas longtemps, il ne se voyait pas être dans des endroits comme ici, il préfère être dans des grandes villes où justement on a des activités beaucoup plus... des besoins que les jeunes, je me rends compte, ont et qui n'ont peut-être pas tout le temps ici sur le territoire. Ça, c'est quelque chose qui ressort du rapport, qu'effectivement, le Trégor a toujours été... Enfin, c'est pas pour vous contredire, c'est le Trégor aussi, historiquement, je pense, a toujours été un endroit d'où
peut partir un moment dans sa vie ou longtemps, après le bac, faire des études supérieures, travailler un moment à l'extérieur et revenir. Beaucoup de gens l'ont fait et ça s'est toujours fait. Il vient pas d'ici. Est-ce qu'il vient d'une ville, d'une grande ville? Il vient de Rennes. Il vient de Rennes, ah oui, mais j'entends souvent des jeunes dire en venant de Rennes, c'est pas super évident de... Il a bataillé beaucoup pour le garder, parce que c'est vrai qu'en formant pendant 3 ans quelqu'un, on a envie de les garder. D'accord. Et effectivement, donc il lui a aussi dit ce qu'il attendait. Lui, il est jeune, il a envie de s'amuser, il a envie de faire plein de choses. Et le territoire offre peut-être pas autant. Enfin, mon mari a dû réussir à le persuader, puisqu'il est resté du coup, mais... Quand même, ouais, on se rend compte qu'il y a quand même un... Ouais, les jeunes attendent aussi qu'on fasse des choses pour eux, qu'il y ait des endroits pour s'amuser. Et au niveau du lycée, justement, moi, ce qui m'a choquée, c'est vrai que j'ai vu Jeunesse du Trégor, je voulais vraiment voir ce qui s'est passé au lycée, par exemple, en fin d'année, ce débordement où je me rends compte on sent qu'ils ont besoin de s'exprimer, ils ont besoin d'endroits. Et là, oui, il faut les écouter. Là, j'ai vraiment cette impression. Voilà. Je crois que Yann Le Carrère veut vous répondre. En fait, vous tapez complètement dedans. Tout à l'heure, on a parlé du Covid, après ils sont mal, etc. C'est quoi quand on est jeune, quoi? Quand on a 15 ans, 30 ans, c'est quoi cette étape de la vie? Cette étape de la vie, c'est, si on veut être radical, je vais trouver ma femme, je vais trouver mon mari et je vais construire ma famille. Donc ça veut dire qu'il faut que je rencontre l'altérité, il faut que je rencontre l'autre. Il faut que je rencontre un maximum de personnes. Il faut que je fasse du lien humain. Ça, c'est inhérent à la jeunesse. Donc, effectivement, quand pendant le Covid, on les oublie en confinement, alors que tout le monde est sorti du confinement, là, on a fait exactement l'inverse de ce qu'il aurait fallu le faire en milieu naturel, je dirais. Et puis, sur un territoire comme le nôtre, effectivement, à cet âge-là, il faut pouvoir faire la fête, rencontrer les gens. C'est vrai que nous, on a un territoire où, en fait, par exemple, les lycéens, pour faire la fête, c'est la cabane bambou à Trébordin, y compris pour ceux de Sabina. C'est-à-dire que le vendredi soir, avant les vacances scolaires, c'est les 3 lycées qui se retrouvent là-bas avec les parents qui font du covoiturage. Et nous, notre service pour travailler sur les soirées du jeudi soir rue des Chapeliers, et bien en fait, il a fallu qu'on passe un certain nombre d'écueils avant de pouvoir travailler avec eux et accompagner ces moments, certes festifs, mais très constructifs. Là, on a eu encore la semaine dernière un Up ta rentrée construit avec les associations étudiantes. Ces choses-là sont intéressantes et primordiales, effectivement, pour leur vie sociale. Des messages pour le jeudi soir et tout. Mais nos lycéens aussi ont besoin, je me rends compte qu'ils sont un peu oubliés sur le territoire, vraiment. Enfin... C'est pour ça que je vous parle de la fête à Trébordin, oui. Autour de la cabane bambou, où en fait, quand vous y êtes, et moi j'y vais régulièrement le vendredi soir, pas de par mon métier, personnellement je fais du covoiturage à 4-5 lycéens, parce qu'il faut bien que ça se passe quand même. Quoi. Mais le cabot de bambou, c'est un tout petit bar, ils sont oui. beaucoup. Bah ouais, il y a des débordements, hein. mon frère est gendarme, je sais de quoi je parle. Donc c'est pour dire qu'on a un tout petit lieu, un tout petit bar avec une petite terrasse, et autant de lycéens à y aller. Non, il y a un petit souci quand même au niveau de la proportion en fait. Et les chandelles qui ferment, donc c'est la totale. Et il reste l'albatros. Mais on va pouvoir... le problème s'est posé aussi en termes de mobilité, donc on va aller sur le sujet suivant. Et donc on va regarder d'abord les témoignages de jeunes du territoire sur ce thème, voilà, en vidéo. Et comme ça, nous, on va se désaltérer un peu. Merci. Donc, je m'appelle Chloé, j'ai 17 ans et du coup j'habite à Plestin-les-Grèves. Je suis au lycée, donc je suis étudiante. Mon moyen de déplacement, généralement, je vais en vélo parce que j'habite pas loin quand j'ai besoin d'aller sur Plestin-les-Grèves. Après, quand je dois aller sur Lannion ou sur Morlaix, du coup, je prends le bus. Mais sinon, je suis ni de covoiturage ni de scooter. Enfin, j'ai pas non plus de scooter. Et sinon, quand ma mère a peu ou mon père, tu vois, il m'emmène en voiture. Mais sinon,
j'ai pas d'autres moyens de transport. C'est vrai que les bus c'est bien, mais des fois quand il y a une horaire précise et que tu dois y aller avant, c'est vrai que c'est assez compliqué quoi. Que représente le permis pour toi? Bon, moi le permis c'est un moyen de déplacement. Après c'est bien parce que je trouve que t'as beaucoup plus de liberté. Après c'est un budget, hein, mais moi je trouve qu'après t'es quand même beaucoup plus libre de tes mouvements quoi. Et pour améliorer la mobilité, que souhaiterais-tu demander aux élus? Savoir s'ils pourraient faire des cartes où en fait on paye que les jours où on veut venir et sur l'année, parce que ça serait beaucoup plus simple et financièrement pour ceux qui ont besoin que par exemple de 2 jours dans la semaine, ça serait beaucoup plus avantageux quoi. Donc moi c'est Jordan, j'ai bientôt 23 ans, j'habite à Plestin et je suis en apprentissage. Donc je me déplace principalement en voiture sur tout le territoire de LTC plus Morlaix. Et sinon sur la commune de Plestin, ça m'arrive de me déplacer à pied, mais souvent je transporte du matériel, donc j'utilise quand même ma voiture. Dans l'idéal, j'aimerais me déplacer un peu plus en vélo ou trottinette électrique. Mais c'est un frein à cause du prix. Le permis pour moi, ça a représenté l'indépendance, surtout quand je l'ai eu à Plestin, parce que c'est difficile de se déplacer sans permis. J'étais beaucoup sur la ligne 30 avant, et depuis que j'ai eu mon permis, du coup, je me déplace beaucoup en voiture. Et qu'est-ce que je souhaiterais demander aux élus pour améliorer la mobilité? Des lignes de bus plus fréquentes et des petites navettes intercités sur le territoire. Et voilà. Bonjour, moi c'est Corentin, j'ai 17 ans et j'habite à Plumillo. Je suis lycéen en terminale à Saint-Joseph-Bossuet. Mes principaux moyens de transport sont la voiture, le vélo et la marche à pied, et quelquefois le bus. Dans l'idéal, j'aimerais beaucoup me déplacer en voiture électrique, mais y garder le vélo quand même lorsque je suis en ville. Par rapport au permis, le permis, je pense que c'est quelque chose avant tout de pratique, car quand on est jeune, même quand on est plus âgé, parce que en fait ça nous permet d'aller un petit peu où on veut et quand on veut. Et donc je compte le passer après ma conduite accompagnée. J'aimerais beaucoup rester à long terme sur ce territoire, parce que j'aime beaucoup l'ambiance. C'est dynamique et calme en même temps. On peut faire quelques mètres et pourtant l'ambiance peut être totalement différente. C'est pour ça que sur le long terme, j'aimerais beaucoup rester sur ce territoire. Bonjour, je m'appelle Thaïs, j'ai 18 ans, je suis en département Infocom à l'IUT de Lannion. Et par rapport aux mobilités, en fait, ça peut poser des problèmes pour certains étudiants. Par exemple, moi, pour le sport proposé par l'IUT, dont le Hit and Fit, il y a certains horaires qui sont pas du tout possible, parce que moi j'habite près du Crous et les horaires de bus s'arrêtent à 19h30, donc du coup pour rentrer, puisque la séance est possible en plein centre et s'arrête à 20h, donc c'est pas possible pour moi, donc ça pose des problèmes de mobilité et au niveau des horaires ça doit changer, donc ce serait bien d'avoir des horaires qui s'adaptent en fait à notre emploi du temps et aux activités proposées par la ville et à l'IUT. Bonjour, je m'appelle Tao, j'ai 20 ans. Je suis au contrat engagement jeune à la mission locale. Je me déplace en skate, vélo, train et en faisant du stop. Dans l'idéal, j'aimerais me déplacer en trottinette électrique. Le permis, pour moi, ça représente plus une contrainte qu'autre chose, mais je compte le passer. Et non, je souhaite pas rester sur le territoire à long terme, car j'aimerais vivre à Paris ou Montpellier. Ce que j'aimerais demander aux élus pour la mobilité, ça serait des bus de nuit. Bonjour, je m'appelle Gilliane, j'ai 18 ans et je suis à l'IUT de Lannion. C'est vrai qu'en tant qu'étudiante, nous n'avons pas la possibilité de bouger comme on le veut dans Lannion. C'est mon cas, particulièrement le dimanche quand je dois rentrer à la gare à mon appartement avec ma valise et qu'il n'y a aucun bus pour m'aider. Ça serait pas mal de mettre une ou plusieurs lignes de bus passant par la gare le dimanche pour faciliter la mobilité étudiante, ce jour où, comme moi, les étudiants rentrent de leur week-end. Jeanne, j'ai 19 ans, je viens de Ploirette. J'ai mis longtemps avant de pouvoir passer mon permis et je sais que c'était très compliqué d'être autonome quand il s'agissait de rejoindre des amis hors de Ploirette ou d'accéder à des services.
comme les commerces ou des loisirs. Le covoiturage était la solution la plus courante. Il m'arrivait aussi de faire déplacer mes parents ou de prendre le train jusqu'à Lannion, puis de rejoindre la côte en bus ensuite. Mais rien n'était jamais simple et demandait toujours une organisation en amont. La solution idéale à l'époque aurait été l'ouverture d'une ligne de bus pour pouvoir rejoindre Lannion ou la côte directement, de manière autonome. Le permis est pour moi synonyme d'autonomie. C'est sûrement le cas pour tout le monde mais particulièrement en habitant Ploirette puisque c'est la seule solution pour pouvoir se déplacer loin tout seul. Pour améliorer la mobilité, je souhaite demander aux élus l'ouverture d'une ligne de bus. Dans un premier temps, permettant de relier Ploirette à Lannion et puis peut-être, dans un second temps, la prolonger jusqu'à la côte pour que le trajet soit plus simple à l'avenir. Émilie, 25 ans, habite à Vieux-Marché. Salariée à Lannion. J'utilise ma voiture pour aller au travail et je me déplace à pied dans ma commune. Venant de Vieux-Marché Ploirette, le permis est selon moi indispensable pour pouvoir se déplacer à notre bon vouloir sans attendre les trains, ou les bus qui sont rares. C'est également un plus pour élargir son secteur lorsque l'on recherche un emploi. Mes propositions seraient de mettre des bus ou des trains plus réguliers ou des navettes pour que les jeunes puissent se rendre en ville sans demander à leurs parents de les déposer ou sans attendre 3 heures le prochain train ou bus ainsi que pendant les vacances scolaires. Alors moi je m'appelle Benjamin, du coup j'ai 17 ans, j'habite à Cavan et je suis en première STMG 1 à Dantec. Comment tu te déplaces sur ton territoire ? Du coup moi c'est mes parents qui m'amènent le matin au lycée et qui viennent aussi me chercher du coup le soir. Et sinon quand ils peuvent pas, je prends le bus. Et dans l'idéal, tu souhaiterais te déplacer comment ? Avoir ma voiture du coup, mais comme j'ai pas encore l'âge, là je suis en train de passer le permis et j'attends du coup d'avoir une date de permis et d'avoir ma voiture du coup. Et ça représente quoi le permis pour toi ? Déjà de la liberté du coup, pouvoir se déplacer un peu où on veut, quand on veut. Et pour améliorer la mobilité, que souhaiterais-tu demander aux élus ? Peut-être plus de services encore de bus avec différentes horaires, plus d'horaires en fait. Je m'appelle Cécile, j'ai 16 ans, je viens de Lannion et je suis au lycée à Savina à Tréguier. Et comment tu te déplaces sur ton territoire ? Principalement en covoiturage pour aller au lycée. Et dans l'idéal, tu souhaiterais te déplacer comment ? En bus c'est bien, en covoiturage aussi. Est-ce que tu as le permis ? Non, j'ai en train de le passer. Et qu'est-ce que ça représenterait pour toi d'avoir le permis ? Plus de mobilité et pouvoir plus faire de covoiturage avec les autres. Pour améliorer la mobilité à Tréguier ou à Lannion, qu'est-ce que tu souhaiterais demander aux élus ? Peut-être faire des bus plus petits mais qui soient plus réguliers et à des heures qui correspondent plus à notre sortie du lycée. Je m'appelle Chloé, j'ai 16 ans, j'habite à Pommery-Jody et je suis actuellement en recherche d'école pour l'année prochaine. J'ai l'habitude de me déplacer en scooter ou en voiture quand cela est possible. Dans l'idéal, je souhaiterais me déplacer en bus car en scooter, la route est assez longue. Par exemple, pour faire Pommery-Jody-Lannion, il me faut 30 minutes. Et par temps de pluie, c'est assez dangereux et désagréable d'être mouillé. Pour moi, le permis représente la liberté d'aller où je veux et quand je veux. Je compte le passer en conduite accompagnée. Pour améliorer la mobilité, je souhaiterais qu'il y ait des bus qui passent dans les communes aux alentours pour rejoindre au moins Lannion. Car pour les gens qui n'ont pas de permis, c'est très difficile de s'y rendre, ou même en scooter, c'est long et compliqué par temps de pluie. Bonjour, je m'appelle Owen, j'ai 18 ans, j'habite dans la commune de Trégastel. Et je suis donc un lycéen en terminale générale. Sur Trégastel, donc comment je me déplace ? Je me déplace la plupart du temps avec ma voiture. Ou bien même donc l'été, puisque nous le savons très bien, il y a beaucoup de touristes. Nous nous déplaçons souvent en vélo. Que représente le permis pour moi ? C'est vraiment une sorte de liberté. Ça permet de pouvoir nous rendre libres pour pouvoir aller où on veut, faire ce qu'on veut. Et donc c'est vraiment très important. Mais le bus, c'est vrai qu'il manque un peu à Trégastel tout de même le bus, puisqu'en effet, on a seulement 3 bus qui passent par jour et qui se dirigent vers Lannion. Donc c'est un peu short. Et est-ce que j'ai envie de rester ici ? Oui, puisque c'est ma ville de cœur. On est dans un cadre idyllique. Donc du coup, ce serait vraiment un souhait de pouvoir continuer à habiter ici, malgré les flambées des prix.
Mais on voudrait vraiment rester ici, puisqu'en effet, c'est un véritable plaisir. En conclusion, on peut dire que ces témoignages nous montrent les difficultés des jeunes en matière de déplacement et permet d'identifier les freins et les propositions qui se classent en quelques thèmes: transport en commun, sécurité et accessibilité, aspects financiers, transports innovants, permis de conduire. En effet, le grand rêve des jeunes est l'obtention du permis de conduire et donc la possibilité de conduire un véhicule. Il nous reste à réfléchir, citoyens, partenaires, élus, sur les solutions d'amélioration des déplacements des jeunes et des moins jeunes du territoire de LTC, ce qui me permettrait une meilleure attractivité de ce territoire. Oui, je voulais préciser qu'il y a eu 51 interviews de ce type et l'ensemble du travail a été remis au service qui travaille sur la mobilité à LTC et on a souhaité, avec l'aide de Trigger Vidéo qui a fait le travail que vous avez vu là, diminuer un petit peu le nombre d'interviews de façon à ce que ce soit plus court et plus rapide quand on le présentait au public. Et c'est représentatif des différents témoignages que vous avez reçus. Des différents témoignages et des différents pôles aussi de LTC. Marie, en tant que lycéenne, je pense que vous vous êtes reconnue dans pas mal de témoignages aussi. Dans quasiment tous les témoignages. Donc, comme vous avez pu le constater, le rêve, entre guillemets, des jeunes actuellement, donc, c'est d'avoir le permis. Mais moi, ce que j'aimerais rappeler, c'est que le permis, c'est aussi un coût que toutes les familles ne peuvent pas se permettre. Et comme vous avez pu l'entendre avec ces témoignages, ne pas avoir le permis, c'est aussi une forme, en fait, finalement, de repli et de non-accessibilité à énormément de possibilités. Donc, c'est aussi un terrain sur lequel il faut réfléchir sur l'accessibilité du permis et les conséquences finalement de ne pas avoir le permis dans notre territoire. Et par exemple, Marie, le permis à 17 ans, comme il a été évoqué, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors le permis à 17 ans, c'est super, mais il y a un entre guillemets hic, c'est qu'on ne conduit pas tout seul à 17 ans, il y a une présence dans le véhicule et donc il y a toujours finalement le besoin d'être accompagné et la forme d'indépendance qui est recherchée par les jeunes, finalement n'y trouve pas une réelle, il n'y a pas un réel écho, mais après 17 ans c'est pas la majorité, donc là finalement c'est un problème qui est plus haut, disons. D'accord, merci. Pierre Huonic, on en a parlé un peu en préparant la table ronde. Alors, tout le monde, beaucoup rêvent du permis, même si c'est pas forcément la liberté est évoquée, mais c'est quelque chose de pratique. Il n'y a pas une volonté d'émancipation par la voiture que notre génération a pu connaître. C'est ce que j'allais relever, c'est que l'objet bagnole, comme on l'appelait, nous, c'est pas la quête absolue actuellement de votre génération. L'important, c'est d'arriver où vous voulez. Et peu importe le moyen, je dirais, mais quand même de façon sécurisée, confortable, et si on peut, sans être mouillé, dans nos régions, c'est important. On a aussi parlé du problème. Alors, il y a beaucoup évoquent le développement des transports en commun. Donc, il y a un sujet qui revient tout le temps ici. Hein. Et on parlait aussi de la taille du territoire par rapport au nombre d'habitants, qui rend très très difficile l'organisation d'un transport en commun qui maillerait toute l'agglo. Oui. D'abord, on a un territoire qui n'est pas homogène en densité de population et on a un territoire aussi qui s'est développé par strate, par fusion, avec des services qui n'étaient pas les mêmes sur les territoires. Donc la première chose, ça a été de les conserver là où ils étaient. Et maintenant, on essaye de les développer avec des partenaires qui ont changé, parce que notamment, il y a encore 2 ans ou 3 ans, le département avait un rôle important dans le transport. Maintenant, c'est la région, donc il faut qu'on apprenne à se connaître. Tout ça, c'est pas pour chercher des excuses. C'est pour dire qu'on a un territoire qui n'est pas facile à mailler par rapport à une métropole où la densité fait que y a du monde tout le temps dans les bus, qu'il y a moyen d'organiser les choses.
Sans jeu de mots, mais si on doit aller mettre un bus entre Plougrasse et les Ardrieux, on va essayer de faire quasiment ou Plounévé-Mouindec, qui doit s'arrêter partout, je pense qu'il met la journée. Donc c'est très compliqué. Il n'empêche qu'on en est complètement conscient qu'on est actuellement en train de travailler sur ce qu'on appelle, nous, les 3 plans. Donc il y a un plan sur l'urbanisme, un plan sur le climat et un plan sur les mobilités. Donc il y a une réflexion globale qui est faite en concertation. Hein. D'ailleurs, du coup, on est quand même très content d'accueillir le travail du Conseil de développement et notamment ces interviews, parce que ça enrichit notre réflexion pour commencer à innover, à proposer d'autres choses, à proposer des choses alternatives. Hein. Je veux dire, le parc de Vélectro mis à disposition, voilà. Mais évidemment, ces Vélectro ne vont pas répondre à la problématique, je vais prendre chez moi Tréguier-Lannion. C'est ces distances-là qui sont compliquées à gérer. Malgré tout, on est dans l'expérimentation, on est dans le maillage. Il y a une navette qui va de la gare de Guingamp au lycée à Tréguier, parce qu'il y a 150 internes qu'il faut emmener le vendredi, le vendredi à la gare, les récupérer le dimanche. Et puis pareil, maintenant, l'expérimentation qui est en cours le dimanche de la gare de Lannion jusqu'au plateau. Voilà. Les solutions, elles ne seront pas faciles, elles ne seront pas immédiates. L'envie est évidemment là. Le besoin de déplacement répond juste à une envie de liberté et à supprimer les contraintes de la barrière à tout ce qu'on a parlé déjà avant, l'emploi, le logement, parce que si on peut aller un peu plus loin, peut-être qu'on peut se loger, si on peut se déplacer. Et donc, pareil, pouvoir se déplacer pour trouver un premier emploi, pour entrer dans la vie active, je pense que vous êtes confronté à ça, Virginie Turbo. Oui, tout à fait. Se déplacer, c'est effectivement la liberté de pouvoir aussi peut-être choisir, se positionner sur des offres d'emploi, sur des opportunités d'emploi. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, sur des horaires atypiques parfois, avec la question de l'hôtellerie-restauration. Et ce que je voulais dire aussi sur la mobilité et l'accès à l'emploi, c'est, je ne sais plus. Si, c'était juste de rappeler peut-être l'expérimentation qui a été faite cet été, où une navette a été mise en place au départ de Lannion, sur un circuit qui fait Lannion, Carmaria, Trélé-Verne, Trévoux-Tréquignac, Penvénan, pour permettre à des saisonniers d'aller travailler en fait dans les serres, en partenariat avec un employeur. Donc c'est aussi comment à un moment donné, en fait, tous les acteurs du territoire se mobilisent, y compris les employeurs, les partenaires socio-professionnels, les élus. Voilà, comment on peut se dire qu'on peut peut-être tenter des expérimentations qui seront peut-être pérennisées ou pas, mais en écoutant bien le besoin sur le territoire. Ça a un coût, mais il faudra évaluer de toute façon le projet. Et ça, vous vouliez réagir à ça, Pierre ? Oui, je voulais réagir parce que c'est la suite d'une autre expérimentation qui a eu lieu il y a quelques années, mais qui se poursuit, c'est la mise à disposition de scooters pour s'y rendre. Et c'est pour dire à quel point tout le monde est acteur et impliqué, c'est-à-dire que c'est une action tripartite, donc avec la mission locale, LTC bien évidemment, mais les maraîchers d'Armor aussi, qui ont tout de suite dit banco, et c'est concret, ils sont là, ils organisent, et on verra le bilan, mais au moins dans la démarche, je dirais, employeurs, associations ou structures allant vers l'emploi, puis nous qui, politiquement, essayons d'appuyer et finançons une grande partie des choses, déjà, avoir mis cet outil-là en place, on verra le bilan au final, mais c'est déjà quelque chose qui, à mon avis, est prometteur pour la suite. Et dans le fait de vouloir rester dans le secteur, ou de s'installer ou d'y rester, c'est un enjeu sans doute crucial, j'imagine. Oui. Ah ben, c'est un enjeu crucial, puis c'est un enjeu crucial de pouvoir avoir des jeunes sur le secteur, de pouvoir permettre aux jeunes de vouloir faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire ceux qui veulent partir, qu'ils puissent partir, mais ceux qui veulent rester, surtout qu'ils puissent rester. Et si, ceux qui veulent rester, c'est en plus ceux qui ont envie de construire le territoire de demain. Donc ils sont d'autant plus... Sans classification, mais on a d'autant plus envie de les garder parce qu'on sait que c'est eux qui seront les acteurs et qui seront à nos places dans 10 ans, 15 ans, on verra. Qui feront les enfants, qui rempliront les écoles, par exemple. Et oui.
Et de la même manière, ceux qui veulent rester restent, ceux qui veulent venir viennent. Oui. Parce que là, par exemple, moi j'ai malheureusement un peu de turnover dans mon équipe, et donc dans les dernières années, j'ai quand même embauché pas mal de jeunes collègues formés, diplômés. L'ambition, c'est le moins de voitures possible. Quand ils arrivent en couple ici, c'est pas 2 voitures, quoi. Et c'est une voiture pour le week-end, les vacances, mais elle est garée. Et en semaine, on se balade à pied, quoi. Moins de dépendance à la voiture, quand même, j'ai l'impression, sur la nouvelle génération. Est-ce que dans le public, vous voulez réagir sur les mobilités, monsieur? Bonsoir, donc Jérémy, je fais partie du conseil de développement. Et moi, je voulais partager 2 choses. Effectivement, je pense que la dernière remarque est intéressante. Il y a quand même une petite dissonance. Les jeunes ont besoin de la voiture et en même temps, on leur dit c'est bientôt la fin du monde, en gros. Donc, il va falloir opérer des transitions. Et ils n'ont pas vraiment la possibilité en fait, d'utiliser d'autres moyens. Donc voilà, je ne suis pas dans la tête forcément d'un jeune aujourd'hui, mais il y a peut-être cette question-là. Et moi, pour avoir expérimenté, il y a un autre sujet, l'intermodalité. À l'époque, j'habitais sur Pommery-Jaudy et je me suis dit un jour, tiens, il faut que j'aille à Saint-Quay-Pérouse. Ok, le bus Pommery-Jaudy, Saint-Quay-Pérouse n'existera jamais, mais je peux prendre une ligne de bus et peut-être y aller en vélo pour prendre le bus et ensuite terminer en vélo pour arriver sur Saint-Quay. Et en fait, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il n'y a pas de rack vélo, à part en période touristique pour les touristes. Et chose que moi j'ai vu dans des pays anglo-saxons où il y a des racks sur tous les bus en fait pour permettre justement cette intermodalité. Donc il y a peut-être des choses relativement simples, je dirais, qui pourraient être mises en place. Alors j'avais envoyé un message à la région justement. A priori c'était pas simple de mettre des racks tout le temps sur les bus. Et il y a une question de fréquence parce que je pense le mode de transport bus c'est intéressant quand même quand il y a une fréquence aussi qui répond derrière. Alors certes, ils ne seront pas pleins, mais c'est un petit peu finalement circulaire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas assez de fréquence, les gens ne vont pas prendre le bus et on va dire qu'il n'y a personne dans les bus quand il y a 3 bus par jour. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment un sujet, en tout cas autour de l'intermodalité. Et voilà, je pense que pour les jeunes, en tout cas, de se dire peut-être je peux prendre mon vélo, je peux prendre le bus et finir en vélo, ça pourrait permettre des choses, quoi. Ça semble une bonne piste, non? C'est une piste sur laquelle on réfléchit beaucoup, hein, notamment au niveau des gares où on a déjà mis des choses comme ça en place. Après, il y a les parkings à vélo, voilà. La région le fait aussi au niveau de ces trains où souvent les vélos sont acceptés. Nous, après, il reste la partie transport en commun où, je vous dis, il y a le plan de modalité qui est en train d'être fait, donc il y aura des pistes cyclables, des choses qui sont prévues. Il y a quand même 2,8 millions de mis sur la table pour des pistes cyclables sur les axes et des trajets travail-maison. Hein, c'est bien des pistes cyclables du quotidien qu'on travaille, c'est pas des pistes cyclables touristiques, ce qui n'empêche pas non plus. Hein. On a un très beau GR34 et plein de chemins qui le permettent. Vous aviez dit 3,8 millions plus tôt. Ah oui, je crois que Hervé m'avait repris, que j'avais oublié 1 million. 3,8 millions. 3 millions. Ouais, ça va vite hein, quand même. En 30 secondes. Une décision politique, c'est fait. Voilà. Non, mais évidemment qu'il faut qu'on le fasse, évidemment qu'il faut qu'on y arrive. Pour l'instant, on a notre flotte aussi qu'on réfléchit. Tout ça, c'est dans le plan de mobilité. Il y a la mobilité douce, les mobilités actives, les mobilités passives, le lien avec le train, parce que vous parlez de fréquences de bus, et nous, on se bat beaucoup aussi pour les fréquences de train, pour maintenir notre gare de territoire et qu'elle ait du sens et qu'elle soit plus utilisée comme la gare de Plouaret. Voilà, tout ça est interconnecté, il y a beaucoup d'acteurs, et par contre, il y a une vraie volonté, et moi, je crois beaucoup à ce plan qui devrait arriver dans les 6 mois, 1 an. Je sais pas trop. C'est un peu court, ça. On parle du plan, on parle pas de la mise en place du plan, bien sûr. Il faut déjà savoir ce qu'on veut faire avant de la mettre en place, c'est mieux. Donc on va passer maintenant à un sujet qui fâche beaucoup depuis particulièrement 2 ans, je dirais, depuis la fin de la crise sanitaire, enfin la fin qui n'en finissait jamais, le logement. Voilà, et sur le logement, c'est Chantal Friedrich je regarde le nom de l'organisme, Habitat Jeune en Trégor-Argoat, oui. Comme ça je ne me trompe pas, oui. Et on en a parlé longuement, donc vous gérez des foyers de jeunes travailleurs notamment. Oui, alors les foyers de jeunes travailleurs, maintenant on les appelle les Habitat Jeunes.
Notre association, en fait, a réuni en 2021 la résidence de Guingamp et de Lannion. Et c'est vrai que après le Covid, on s'est aperçu que dans les résidences, les jeunes n'y partaient plus. Ça correspond à combien de logements à peu près, les deux sites? 130. D'accord. Les jeunes ne partaient plus des résidences, alors qu'un habitat jeune a pour essence en fait la mobilité des jeunes, c'est-à-dire c'est un logement temporaire pour permettre à les jeunes de venir en stage, prendre un premier boulot et ensuite s'installer sur le territoire s'ils le souhaitent. C'est vraiment un outil de logement adapté aux jeunes. Un lieu de transition un peu. Et par conséquent, les listes d'attente s'engorgent énormément, non? Alors voilà. On a partagé lors d'une commission logement et territoire avec nos partenaires, notamment le pôle jeunesse, la mission locale, le CCS, que effectivement les jeunes ne trouvaient plus de logement et nous on l'a constaté avec des listes d'attente encore cette année. Au mois de juillet, on était à 50 personnes qui attendaient un logement pour le mois de septembre. Donc vous vous êtes mis à louer des logements pour les adapter en colocation et à mettre en relation des propriétaires avec des locataires éventuels, c'est ça? Alors effectivement, on a réuni tous les acteurs du territoire, enfin notamment plus précisément ceux proches de Lannion, parce qu'on a volonté quand même à mailler plus tout le territoire, mais bon, ça se fait progressivement. Et c'est vrai que des solutions ont émergé. Et notamment, nous, on a créé le service Loger Jeunesse, qui en fait permet en fait de trouver des solutions de logement pour les jeunes qui ne peuvent pas rentrer en résidence, en fait. Donc, par exemple, on a travaillé avec des bailleurs sociaux. On a pu avoir des grands logements qui se louaient moins, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que 82% des ménages qui demandent un logement social, ils veulent des petits logements. Et donc, il y avait des grands logements qui restaient pas forcément occupés. Oui, il y a des conditions très strictes pour accéder à un 4 ou 5 pièces, oui, voilà, sur le nombre d'habitants, d'enfants ou pas, voilà. Et donc, du coup, il restait vide. Voilà, donc il y a eu des colocations qui se sont mises en place pour loger les jeunes. Ensuite, on travaille aussi avec des propriétaires privés, où on va capter du logement pour, pour permettre à des jeunes d'avoir une solution de logement pérenne. Et ce que je veux dire, ce que je n'ai pas dit quand même, c'est les constats. Pourquoi il y a cette crise en fait? Enfin, je pense que vous le savez à peu près tous, mais en fait, c'est vrai que la crise Covid, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues habiter sur le territoire, qui ont souhaité, avec le télétravail... ou en tout cas acheter des maisons. Oui, c'est-à-dire acheter une maison, peut-être en résidence secondaire ou pour s'y installer de façon pérenne. Ensuite, il y a le tourisme, on est vraiment une très belle région, donc effectivement, il y a le développement du Airbnb. On m'a dit dernièrement que même les banquiers donnaient des prêts plus facilement à des gens qui font du Airbnb qu'à des personnes qui veulent acheter un logement pour louer de manière durable. Donc déjà, ça pose problème. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a la loi climat qui impose aux propriétaires de faire un diagnostic beaucoup plus... Enfin, comment dire, de louer un logement décent, mais avec des normes, un DPE plus strictes. Oui, des normes de consommation énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre, je crois, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, on peut s'en réjouir. Sauf que ce qui se passe actuellement, c'est que beaucoup de propriétaires ne peuvent pas faire les travaux et se mettent en vente leur logement, qui ne vont pas forcément dans les locations. Parce que le Airbnb n'a pas les mêmes contraintes de normes de location. Oui. Par exemple, Oui. La location saisonnière n'est pas soumise à ces contraintes. Oui. Donc en fait, ce qu'on s'aperçoit, ça touche de plein fouet les jeunes, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes de moins de 30 ans, ils commencent dans la vie. Donc forcément, ils ont une situation plus précaire. Ils n'ont pas forcément de garant. Et donc, pour s'installer, même en location, ça devient très difficile. Dernièrement, on a capté. C'est-à-dire que nous, on fait le lien avec les propriétaires pour, faciliter. En fait, on est des facilitateurs pour que les jeunes puissent louer. Eh bien, voilà, maintenant, un 50 mètres carrés meublé à Lannion, c'est minimum 600 €.
Donc forcément, quand on touche le SMIC ou même moins, puisque beaucoup de jeunes sont plutôt en dessous de 800 €, c'est très compliqué. Donc après, je pense que des solutions... Ouais, non, mais parce que là, oui, le tableau il est assez sombre sur le logement dans la région, mais vous donniez des exemples aussi assez positifs de colocation, de cohabitation dans les foyers, de rencontres de mixité sociale. Vous m'aviez parlé de ça pour donner une note un peu plus positive. Oui, je pense que l'habitat est en train un peu de se transformer, et je pense aussi, on parlait de l'éco-anxiété, je parle sous couvert de mon collègue, parce qu'on travaille un peu ensemble avec l'association Intir, mais effectivement, le conseil de développement essaye de réfléchir à des solutions nouvelles. Et quand on parle d'éco-anxiété, l'habitat léger permet aussi de répondre peut-être aux jeunes qui ont envie de vivre différemment, avec une empreinte carbone plus faible. Je pense qu'il y a des solutions, mais encore, il y a sûrement des réticences un peu par rapport à ce qu'est l'habitat léger. Donc, il y a une communication à faire là-dessus. Mais économiquement, en fait, pour que des jeunes puissent s'installer, des jeunes qui n'ont pas forcément des gros moyens, parce qu'effectivement, maintenant, pour acheter une maison et qu'on veut s'installer de façon pérenne, c'est quand même, il faut avoir un sacré budget. Et puis tout le monde n'a pas envie d'habiter dans les terres. Il y a les enfants des habitants, ils ont envie de vivre là où ils ont vécu toute leur enfance, c'est normal. Donc là, on peut peut-être percevoir des solutions qui permettraient d'accéder à la propriété de façon avec un budget plus faible, quoi. D'accord. Et vous, dans vos souhaits, quand on a discuté sur... il y avait quand même un souhait de réglementation du logement saisonnier. Oui, en fait. Je pense que là, c'est un débat qui est au niveau national. Oui, c'est vrai que je pense qu'une réglementation, ou du moins une fiscalité, il y a sûrement des leviers pour vraiment freiner ce mouvement. En fait, moi, quand j'ai connu Airbnb, comme vous, en fait, moi, je m'en souviens... C'était plutôt sympa. C'était super sympa. C'était en fait, en gros, pour les gens qui n'ont pas les moyens d'aller à l'hôtel, ils allaient sur le canapé du voisin, ou d'une personne. Mais on s'est aperçu que c'est devenu un business. C'est un business, c'est que des investisseurs immobiliers. Et là, c'est vraiment, ça gangrène le territoire par rapport à notre jeunesse. Parce que je tiens à dire quand même que le dynamisme de notre territoire, au niveau économique notamment, puisqu'on parle des saisonniers, de tout ça, c'est en fait la jeunesse qui va venir travailler aussi. Ou qui veut rester. Et vous m'avez parlé d'exemples de gens qui venaient travailler, où le logement devenait tellement problématique, en tout cas le lieu du logement possible, qui finissait par partir. Oui, en fait, on est en lien avec des employeurs. Des employeurs qui prennent effectivement des jeunes qui viennent peut-être de Nantes, de Rennes, et qui, a priori, trouvent le territoire un petit peu, pas forcément dynamique, mais en fait, on se dit qu'ils peuvent se dire, au final, il y a la mer tout près, voilà. Et puis, l'employeur me disait, en fait, elle ne trouvait rien à louer, et avec son copain, ils ont loué, mais plutôt dans les terres, vers Ploirette et tout ça. Et en fait, l'hiver a été un peu pluvieux et au bout de 6 mois, ils sont partis, en fait. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant, quand on louait une maison ou un appartement dans une ville, on pouvait se dire dans quel quartier j'ai envie d'habiter. Tiens, je vais voir où est-ce... Mais maintenant, c'est plus ça, c'est est-ce que je vais trouver quelque chose ? Où on trouve de la place, en fait. Oui, et du coup, c'est très stressant. Et puis, c'est la mobilité, le logement, le travail, c'est un trio, quoi. Madame, vous voulez intervenir ? Vous êtes peut-être propriétaire de Airbnb ? Pas du tout. Non, Nathalie Hubert, je travaille à Avenir Jeune, Ouest-Côte d'Armor aussi. Et effectivement, j'adhère complètement à ce qui vient d'être dit. Mais c'est vrai que l'impact est très fort. Alors, pour les jeunes, mais pour toutes les personnes qui recherchent un emploi. Moi, j'échange beaucoup avec Pôle emploi. Aujourd'hui, on a parlé des difficultés de recrutement de beaucoup d'entreprises. Et quand un candidat, qu'il soit jeune ou adulte, postule, quand il vient d'une autre région, la condition, c'est est-ce que vous pouvez m'aider à trouver un logement ou pas ? Et puis, comme tu disais, il y a des gens qui repartent aussi. Et c'est vrai que c'est dramatique. Nous, on a embauché une collègue là, sur Avenir Jeune qui venait du sud de la France.
Elle a réussi à pouvoir louer une maison sur un territoire, dans une commune rurale, un peu éloignée de son lieu de travail. Mais elle a répondu à une offre du Bon Coin. La dame lui disait, dans la journée, vous êtes la 150e personne qui m'appelle, quoi. Et avec 2 salaires, donc même des gens qui ont des garanties de salaire ne trouvent pas de moyen de trouver une location. Alors je ne parle même pas d'accession à la propriété, mais même la location est difficile. Alors pensez à nos jeunes qui, eux, comme tu disais, Chantal, vont avoir 500, 800 euros, c'est même pas la peine. Ils dorment dans leur voiture quand ils ont une voiture, mais c'est dramatique, quoi. Enfin, c'est pas nouveau ce phénomène-là, mais c'est vrai que ça impacte l'emploi. Et donc déjà que les entreprises ont des difficultés à recruter, ça surajoute à la difficulté. Je crois que Pierre Ionique veut vous répondre là-dessus. Pas spécialement à vous, hein. Je crois qu'on fait tous le même constat. Et c'est compliqué, ça s'est accéléré. Je ne vais pas faire de la politique parce qu'on en discute tous en bureau et en plénière à LTC, on est tous d'accord sur le constat. Le constat, c'est qu'il n'y a pas de politique de l'habitat depuis 2017, on va dire. Peut-être même encore un peu avant, pour stigmatiser personne. Au niveau national. Au niveau national, bien sûr. La politique, elle se fait d'abord au niveau national. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de politique de l'emploi au niveau national, qu'il y a eu un travail au niveau des logeurs, des bailleurs sociaux qui a été vraiment destructeur. Ils ne sont plus en capacité de construire pour plusieurs raisons. Il y avait le livret A, il y avait la baisse des APL qu'il a fallu prendre en charge. Ça représente juste pour Terre Armor Habitat 4 millions en moins par an. 120 logements sur le territoire des Côtes d'Armor. Enfin, il y a un moment, c'est là, quoi. Enfin, et derrière, qu'est-ce qu'on fait, nous ? On essaye de trouver des solutions avec les différents publics qu'on a. Donc, c'est-à-dire qu'on a les étudiants, on a les saisonniers, on a les gens qui sont déjà sur le territoire, qui n'arrivent pas à se loger, qui ont droit à leur indépendance aussi. Je veux dire, il y a un moment, être à 30 ans chez papa-maman, c'est ni possible pour papa-maman, ni possible pour les jeunes. Donc voilà, et puis ceux qui veulent venir parce qu'ils trouvent notre territoire attractif, beau, ou qui trouvent l'emploi là. Donc nous, on essaye de faire avec des bouts de ficelle. Là, c'est pas des bouts de ficelle parce que ça représente des sommes importantes, mais c'est pas une politique globale du logement qu'on peut mettre en place. On le fera toujours parmi ces 3 plans dont je vous ai parlé d'ici. On espère que tout sera opérationnel pour 2025-26, mais ça ne résoudra pas toutes les problématiques que vous avez posées s'il n'y a pas une volonté de l'État. C'est pas possible. Alors, par contre, oui, excuse-moi. Un emploi, par exemple, ça représente 50 ou 100 logements à peine. Oui, c'est ça. Alors, c'est des petits. Un emploi, c'est un dispositif qui permet à des gens de mettre une pièce ou d'aménager un studio, en gros, dans leur habitation, leur habitation principale, et de continuer à y vivre, mais de mettre une pièce à disposition avec salle de bain, un coin cuisine, faire un studio en fait dans leur habitation principale et de la louer à condition qu'il y ait une entrée principale et de disposer d'une aide financière de 5 000 ou 7 000 euros, je ne sais plus. Je crois que c'est 4 000 euros. 4 000, ouais, moi je mettais ça, j'aurais dû donner plus. Écoute, 4 000 euros. Pour aménager une pièce, c'est pas mal. 4 000 euros, donc soit pour meubler, soit pour aménager, réaménager l'endroit. Oui, voilà, ça c'est des choses innovantes. Hein, mais ça fait pas du volume. Hein. On espère que ça va prendre, parce qu'il se trouve aussi on parle de l'habitat, du problème de logement. On a quand même énormément de personnes qui sont dans des pavillons ou en couple ou tout seul, qui en fait occupent leur logement bien légitimement, mais en termes de densité de population, le modèle urbain et de l'habitat qu'on a ici dans le Trégor, c'est du pavillon. On est en train de le changer, mais c'est des logements qui ne correspondent pas à la réalité du besoin et qui sont dépassés. Donc, quand les enfants sont partis, par exemple, et qu'on se retrouve à 2 dans 200 mètres carrés. Et 3 chambres vides. Enfin voilà, c'est pour ça qu'il y a cette aide-là. C'est pour ça que je disais que nous, on essaie de combler les manques de l'État pour arriver à équilibrer le travail et les envies des bailleurs sociaux quand on trouve du terrain pour construire.
que ce soit les communes, que ce soit LTC, on a mis en place des financements pour arriver à ce qu'ils équilibrent leur budget. On en est là, hein, pas qu'ils fassent des bénéfices pour pouvoir réinvestir derrière, c'est qu'ils arrivent à équilibrer les budgets et construire déjà ce qui est prévu. Sachant qu'on va construire sur peut-être 50% de ce qui est prévu, parce qu'il y a ce frein-là. Et on a tout misé sur des critères qui sont des T2, T3, T1, dimensionnés pour pouvoir accueillir et les jeunes. D'accord. Une dernière, encore une réaction dans le public? Quelqu'un veut prendre la parole sur ce sujet? Avant qu'on passe on va aller vers la fin quand même. Hein. Voilà, monsieur, vous voulez intervenir? Vous allez avoir un micro. Ce sera mieux. Merci. Je vais être bref, mais on a évoqué beaucoup l'emploi, les difficultés à capter des gens pour aller dans nos entreprises. Moi, je trouve ce qui manque, même ce soir ici, c'est des représentants des chambres patronales. Parce que fut un temps, quand le CNET était arrivé à Lannion, etc., il s'était construit des logements pour les nouveaux arrivants à France Télécom, enfin le CNET à l'époque. Et je crois même qu'Alcatel fut un temps à aider ou participer avec des communes à des logements ou des maisons qui ont été construites sur certaines communes, dont Ploubert d'ailleurs. Donc je pense qu'on ne va pas tout refaire, mais il y a des solutions qui ont existé par le passé. De la même façon que je sais qu'en Vendée, il y a une commune en Vendée il y a peut-être plusieurs, hein, qui, comment dirais-je, dans le maire ou l'intercommunalité, je ne sais pas, ont mis à disposition des terrains pour construire des logements pour une usine qui s'est implantée sur un territoire de Vendée. Donc, mais sur le territoire, on est sur une population qui a tendance à baisser, alors que c'est vrai qu'à l'époque où le CNET ou Alcatel s'installait, la population se multipliait par 3. Oui, donc construire, c'était peut-être plus... Oui, mais on en a du bâti. Je ne sais pas, hein, je réagis, mais... Ça, c'est un autre sujet, si vous voulez. Ça, c'est plutôt national, dans le sens qu'il y a du bâti qui existe. En local, hein, on en a. Non, mais oui, d'accord, mais je dis c'est du ressort du national, plus ou moins, en termes de la législation, etc., les règlements. Mais il y a des initiatives qui peuvent être prises localement ou régionalement pour s'adapter à la typologie économique de la côte qui est très touristique dans le coin. C'est vrai. C'est pour ça que tout à l'heure, quelqu'un a évoqué que c'est du ressort du national et de la législation. J'entends bien ça. Mais tous les territoires français ne sont pas les mêmes. Une législation pour la Lozère et pour les Côtes-d'Armor ou pour l'île-et-Vilaine, ça n'a rien à voir. Le territoire n'a rien à voir. Moi, j'arrive de Lozère, je dis franchement, si on fait une législation commune à tout le monde, ça ne marchera pas. C'est parce que j'ai pas dit en termes de praticité. Et d'ailleurs, je pense que les territoires devraient avoir plus de droits à innover, à essayer qu'on leur laisse. Non, par contre, si on n'a pas les mêmes règles fiscales sur tout le territoire, ça va être plus compliqué. C'est une question de moyens financiers. J'ai pas dit j'ai pas jamais parlé de comment on allait dépenser ces moyens. Sauf que là, j'ai quand même dit, ça va être plutôt des petites formes, des T1, des T2, des T3. Mais je suis d'accord. Après, c'est-à-dire qu'il existe pas mal de choses. On peut aussi parler que la Bretagne, la région Bretagne est en train de mettre un établissement foncier en place qui donc va acquérir le foncier, reste propriétaire du foncier, et les gens construisent sur ce foncier pour réduire le coût puisqu'ils n'ont déjà pas l'achat du terrain à faire. C'est plein de choses comme ça qu'on est en train on tire dans tous les sens. On n'a pas parlé d'habitat alternatif, de tiny house, j'en sais rien moi. Ben, je pense que de toute façon, là où on en est, et l'urgence à laquelle on doit répondre, le problème c'est de répondre dans l'urgence, c'est il faut essayer le maximum de choses et diversifier et ne rien s'interdire. Virginie Turbo voulait intervenir. Au-delà des solutions pratico-pratiques, c'est aussi l'état d'esprit dans lequel chacun peut se positionner. Dans d'autres régions, vous parlez les régions montagnardes, les employeurs logent leurs saisonniers, c'est dans les pratiques. On le faisait ici avant, pourquoi on le fait moins ?
d'une part, et également cette solidarité et responsabilité intergénérationnelle aussi. C'est de se dire que quelle place on veut pour nos jeunes sur le territoire. Est-ce qu'on veut leur faciliter leur installation, le bon vivre pour tous. Je trouve que c'est aussi comment nous on s'interroge, comment on se regarde aussi par rapport aux choix qu'on fait tous personnellement. Enfin, je trouve que c'est aussi un état d'esprit, quoi. Il y a encore une intervention. Le logement, c'était évident que ça allait être... c'est un gros sujet depuis plusieurs années, et pour encore quelques années, je crois. C'est le premier des droits, hein, c'est loger. Hein. Oui, Camille Simon, vice-présidente du Conseil de développement. Non, c'est pas spécialement l'emploi, c'est pour rebondir sur ce que vient de dire Virginie Turbo, c'est l'intérêt. Comment, il y a page 33 dans le document que vous avez en ligne ou vous avez peut-être sous les yeux, comment les habitants du territoire perçoivent-ils la jeunesse? Ils ne la comprennent pas et ne lui font pas confiance, 20%. Ils ne s'y intéressent pas, 25%. Heureusement, un petit peu plus bas, ils l'aident et la soutiennent, 20% également. Mais je suis assez d'accord, l'intergénérationnel, la confiance, l'intérêt, on a parlé tout à l'heure sur la question d'emploi, des différences aujourd'hui que les jeunes ont sur le développement d'une carrière. Mais l'habitat aussi, il va falloir trouver les alternatives qui vont faire qu'ils vont pouvoir rester habités ou venir habiter sur ce territoire. Et il faut leur faire confiance, il faut leur donner les moyens, il faut s'intéresser à leurs besoins, à leurs pratiques, leurs demandes. Et sur ce territoire, ça va passer majoritairement par l'intergénérationnalité, puisque nous sommes sur un territoire vieillissant, nous sommes sur un territoire qui va démographiquement vieillir encore beaucoup. La DEPA, l'agence urbaine qui a travaillé avec la communauté de communes sur l'écriture du projet de territoire 2020-2026, nous a alerté dès 2019 sur cette question. Ça va être de pire en pire. Ça ne s'arrange pas, on est sur ce qui s'appelle, et c'est pas mes mots, ce ne sont pas mes mots, ce sont les leurs, les urbanistes et les spécialistes de la démographie, sur une diagonale du vide entre le Trégor et Concarneau. Voilà, donc en fait c'est pas que l'emploi, c'est un petit peu tout, et j'avais vraiment envie de donner ces chiffres parce que là juste il correspondait à l'intervention qui vient d'être faite. Mais, est-ce que les autorités politiques ont moyen de travailler sur cette indifférence? Parce que c'est ça en fait qui est dénoncé là, c'est l'indifférence d'une partie de la population un peu bien installée qui se fiche qui est indifférente à l'installation des jeunes. Alors, je pense qu'il y a sans doute des choses à faire. Connaître les jeunes, connaître les jeunesses. Nous là, à la ville de Lannion, on a développé il y a maintenant 6-7 ans l'accueil de volontaires en service civique dans les services de la ville. C'était la première fois depuis pas mal d'années qu'en fait on s'apercevait qu'un jeune pouvait avoir 20 ans. Parce qu'en fait on les embauche à 27-28 ans. Donc embaucher quelqu'un à 27-28 ans, c'est autre chose que de connaître quelqu'un qui a 20 ans. Et accueillir ces jeunes dans les services de la ville, ça a changé le point de vue de tous les collègues sur ce que pouvait être un jeune auprès de nous. Donc en fait, cette bienveillance, cette place à notre côté, on peut aussi l'avoir, par exemple, pour le monde du travail, dans l'accueil en stage. On est en train de développer des formations de plus en plus appuyées sur une alternance monde du travail et enseignement, et le monde du travail ne fait pas son boulot d'accueil. Ici, par exemple, vous avez une filière en lycée professionnel où les jeunes sont obligés de faire un stage de 6 semaines la première année en seconde, 8 semaines en première et 8 semaines en terminale. S'ils ne le font pas, ils n'ont pas leur bac en contrôle continu. Eh bien, ils n'ont pas tous de stage sur le territoire. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité sociale du territoire à accueillir ces jeunes en stage dans nos entreprises pour leur permettre d'avoir leur diplôme? Combien on voit revenir de jeunes qui arrêtent leurs études post-bac parce qu'ils ne trouvent pas leur alternance? Donc effectivement, il y a une responsabilité sociale. On parlait tout à l'heure de la responsabilité du monde de l'entreprise. Auparavant, moi j'ai été saisonnier pendant 7 ans au début de ma carrière,
Le logement était la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire le salaire, l'intérêt de l'emplacement de ma saison. Qu'est-ce que vous me proposez comme logement? Que ça? Ben, je ne viens pas. Je vais aller ailleurs. Là, maintenant, on a changé de postulat. Donc là, il y a réellement sans doute un truc positif à apprendre. Deuxième chose positive, on en parlait tout à l'heure, hein, avec l'éco-anxiété, le contexte qu'on met autour de tout le monde. Rappelez-vous le Covid. Le Covid, les jeunes, la jeunesse française était porteur du Covid. Dans la première communication nationale, porteur du Covid. Et ensuite, on les a oubliés. C'est-à-dire que nous, quand on s'est réveillé, quand on s'est rendu compte, par exemple, qu'en décembre 2020, on était tous en train de faire nos courses pour Noël dans les rues du centre-ville avec de la musique, et que les jeunes, on leur avait obligé de rester dans leur appart pour suivre des cours par télétravail, et qu'on avait obligé les commerces de fermer à 18h quand fermaient les cours, on s'est dit, tiens, il y a peut-être un truc qui ne va pas. Donc, faire accueillir notre jeunesse. Accueillir notre jeunesse. Et là, on arrivera à la connaître parce qu'en fait, ils seront à côté de nous. Il y a Pierre Ionic qui veut répondre à ça, je crois. Oui, en même temps, c'était bien ta conclusion d'accueillir la jeunesse, mais je repense à la question là, des 20% s'y intéressent pas et tout. Je crois que c'est complètement faux ce qu'il raconte, parce que qu'est-ce que ça veut dire la jeunesse en fait? La jeunesse, c'est quand même, c'est une somme d'individualité, elle n'est pas homogène. Et cette réponse, elle est un peu bête, parce qu'en fait, c'est pas vrai qu'ils ne croisent jamais leurs voisins qui a 10 ans, qu'ils n'ont pas des petits-enfants, qu'ils vivent pas tout seuls dans leur monde. C'est pas vrai qu'ils s'en foutent, c'est juste que ce terme jeunesse, il faut faire attention aussi. Ça n'enlève rien de la qualité du travail, hein. C'est pas parce que je te regarde, Catherine, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis que quand on pose des questions à un moment et qu'on parle d'intégration, et qu'on parle d'intégration dans la vie, on parle d'individus et pas d'un groupe ou d'une classe sociale. C'est des gens qu'on doit accueillir un par un. Et comment les accueillir? Est-ce que les politiques ont leur... Évidemment, mais au même titre que n'importe quel acteur autour de la jeunesse, et je dirais même n'importe quel voisin dans une rue, enfin, on doit accueillir tout le monde, on est une société. Et oui, les acteurs qui travaillent autour de la jeunesse sont primordiaux pour ça, pour déclencher aussi des choses. Je pense à Thémaraude, qui déclenche bien plus de choses que c'est de la proximité, mais c'est aussi des gens qui, tu m'avais expliqué, qui viennent avec vous les faire et qui n'étaient pas là. Enfin voilà, c'est des rencontres. Accueillir les gens, c'est les rencontrer. Et pas juste les mettre dans une case. Merci. On a un dernier sujet. Je suis obligé de pas, un peu sans transition, mais voilà, il y a un timing à respecter un petit peu. Et on va parler maintenant des loisirs et de la culture. Et Pierre, vous avez le micro. Vous avez été choisi en tant que un peu ancien chargé des événements culturels à LTC et organisateur de Chose-Tétong. C'est ce qui vous a rendu célèbre dans le monde entier. Oui, dans le monde entier. Oui, les loisirs. Alors, on boucle, hein, parce que je vous regarde forcément. Vous avez fait tout de suite ce lien-là. La cabane bambouze. Ouais, pas que. Oui, parce que qu'on soit jeune ou pas, tout ce qu'on veut, c'est vivre. Hein. C'est la base. Donc, les loisirs, au sens large, culture, sport, enfin, peu importe ce qu'on met derrière, le temps hors travail, le temps hors contrainte, le temps choisi pour soi et les autres, c'est fondamental. On ne reste pas dans un endroit si on n'a pas ça. Ou si on y reste, on devient ce qu'on a un peu qualifié au début, les invisibles, les dépressifs, les tout seuls. En fait, on n'est pas fait pour être tout seul, donc les loisirs font les rencontres. Et c'est fondamental parce qu'on parle, là, on a parlé beaucoup d'accessibilité à l'emploi, de logement. On a aussi ceux qui sont bien installés chez nous, qui ont trouvé l'emploi de leurs rêves, qui sont bien dans tout ça, qui ont leur maison et qui disent « je pars ». Je pars d'ici parce que je ne construirai pas ma vie ici. Peut-être pour y revenir, mais parce que on n'a pas ces grands lieux, comme vous disiez, de rencontres qui permettent de construire un couple, de construire une famille, de se dire que la probabilité
de pouvoir rester là et de construire une famille n'est pas forcément là. Donc il y en a beaucoup que je connais qui sont repartis sur Rennes et qui reviennent après avec des enfants, tant mieux pour nos écoles, ou encore un peu plus tard pour la retraite, et ça c'est un autre débat. Mais ça ne veut pas dire que le monde est vide de loisirs ici. Le Trégor est extrêmement riche en loisirs. Moi je vois tous les événements qu'on soutient, la diversité des propositions sur tout le territoire. Alors, on n'a pas forcément de grandes messes, hein. On a des festivals qui accueillent beaucoup de monde, que ce soit Chausse-les-Tongs ou le festival de Buguélès, mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus... On va se qualifier ça de populaire, mais à partir du moment où il y a du monde, tant mieux que ça soit populaire, parce qu'on s'en fout. L'important, c'est les rencontres. Je pense au festival de la saucisse à Plestin. Allons dans les extrêmes. Hein. C'est 5000 personnes, hein, quand même. C'est pas négligeable. Voilà. Ces possibilités-là, ponctuellement, existent. Elles sont fortes, elles sont puissantes. Les Fesnos tous les week-ends. Voilà. Il y a toute une vie qui arrive. Après, reste la problématique du quotidien du loisir. On travaille, nous, beaucoup, c'est une des compétences de LTC. On n'a pas toutes les compétences culture, donc on ne peut pas tout faire, mais notamment avec les conservatoires de musique, l'accessibilité à l'apprentissage de la musique, notamment, par exemple, le dessin en Lapas et l'Agnon. Voilà, les choses sont assez segmentées, mais les propositions sont sur le territoire, les moyens sont donnés pour faire les choses. Ensuite, comment les gens se saisissent de ces opportunités? D'abord, c'est un peu comme partout. Devoir ouvrir des portes pour aller quelque part, c'est toujours une contrainte. Et souvent, les gens ne les ouvrent pas si on ne les a pas ouverts dans l'enfance. C'est très rare d'aller au théâtre si on n'y a jamais été avec les parents ou avec l'école. Et là, on revient sur l'intérêt de l'école, sur l'intérêt de ses loisirs. Parce que la problématique qu'on se pose, c'est bien les loisirs dans la vie de la jeunesse. La jeunesse sans loisirs est une jeunesse qui ne vit pas, et avant tout, ce qu'il faut, c'est vivre. Ces 2 ans de Covid doivent nous donner des grandes leçons. Accepter de prendre du temps et de laisser du temps à tous, d'ailleurs, pas spécialement aux jeunes, mais d'autant plus aux jeunes quand on construit sa vie future et psychologique. Accepter de rien faire, accepter de le faire tout seul ou de le faire en groupe. Donc, les loisirs, c'est fondamental et c'est ce qui peut permettre à ceux qui ont le choix de rester ou pas sur, encore faut-il avoir le choix, sur le territoire. Merci. Est-ce que dans le public, vous voulez réagir? Ça va être on va vers la fin, là. Hein. C'est le moment pour parler ou jamais. Je suis tout à fait d'accord, effectivement, tout ce qui est fait. L'été, il y a vraiment tout. C'est vrai que cette année, j'ai fait la touriste par ici, et il y a vraiment dans le territoire plein de choses. Hein. J'ai découvert, même sur Plestin, la Grange Vadrouille, vraiment super. Mais ça s'arrête fin septembre. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'été, effectivement, il y a plein de choses à découvrir, plein de festivals. Mais c'est l'année, c'est vrai que c'est dans l'année où ça manque. Et effectivement, quand on parle de la valeur travail, pareil, nos jeunes ont changé effectivement cette valeur travail. On travaille, ok, mais les loisirs ont énormément d'importance par rapport à notre génération. Donc effectivement, je pense que vraiment, si enfin, c'est ce que je pense, hein, ce côté loisir, je remarque en discutant, parce que j'ai beaucoup de générations de jeunes aussi, je suis aussi infirmière. Et je me rends compte qu'effectivement, on n'a plus du tout les mêmes visions qu'eux. Et je pense qu'il faut prendre ça en compte et c'est important. Je pense que Yann Le Carrère, sur le côté vie festive, vie sociale des jeunes, voilà, c'est quand même, par votre organisme, vous avez une assez bonne vision de ce qui se passe. Ouais, alors on a une assez bonne vision. Là encore... Quand on est parti travailler sur la vie festive avec eux, 2 constats. Quand on a commencé les premiers fameux UP, là, les co-organisations avec les associations étudiantes, 2018, c'était la fin des assises de la jeunesse. Ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait pas eu de fête
même entre les étudiants. C'est-à-dire qu'on était arrivé dans un tel niveau que la première année de l'IUT faisait la fête aux chapeliers, le soin infirmier faisait la fête aux diplomates 3 semaines plus tard, etc. Ça faisait chacun de son côté. Donc c'était la première opportunité qu'on avait de les faire se rencontrer, de faire des fêtes ensemble, et des fêtes pas que pour les étudiants d'ailleurs, puisqu'on est monté jusqu'à 1000 personnes dans la salle des Ursulines, avec des partenaires qui avaient des contacts différents avec les différentes jeunesses du territoire, et qui voyaient bien qu'on avait des jeunes des quartiers qui venaient, etc. Qui est le même constat qu'on a dans la rue des Chapeliers le jeudi soir. Quand on y va là, on s'aperçoit aussi que, on ne les connaît pas plus que ça. C'est-à-dire qu'avant qu'on aille dans la rue des Chapeliers avec eux, le retour qu'on avait des soirées du jeudi, c'était une catastrophe, quoi. Nous, on travaille avec une association qui s'appelle Addiction France, qui travaille aussi à Saint-Brieuc et à Rennes. On a une échelle d'alcoolologie groupale qui va de 0 à 10, tout le monde est allongé par terre à 10. À Saint-Brieuc et à Rennes, ça commence à 6 les premières soirées. À Lannion, à 2. On a eu certaines soirées en rue des Chapeliers où les CRS 13 avaient été invités par le sous-préfet sur le territoire, et à 11h30, ils sont venus nous voir en nous disant « on va s'ennuyer, donc on rentre à Saint-Brieuc ». Donc c'est ça la réalité, on ne s'apercevait pas de ça, mais nous on a des super discussions avec les jeunes pendant la soirée du jeudi. Non, tout le monde n'est pas complètement allongé par terre, et c'est très très intéressant. Ils sont là relâchés, disponibles, et quand on veut travailler et discuter avec eux sur ce qui les préoccupe, ce qu'on peut faire de mieux avec eux, etc., eh ben, c'est un des endroits privilégiés. Mais il faut se l'offrir, cet endroit. J'ai été frappé quand j'ai suivi une maraude un soir pour mon journal, de voir à quel point les jeunes sortaient en petits groupes et ils se retrouvaient tous ensemble. Il y avait du monde et ça fait du bruit, effectivement. Et ils boivent, hein, il faut pas, comme on a tous bu et comme on boit tous de temps en temps, ils font la fête. Mais ils veillent, j'ai été étonné, parce que moi, dans ma génération, c'était pas comme ça. Ils veillaient les uns sur les autres. S'il y en a un qui part un peu en vrille, il y a 3 ou 4 amis qui vont être là, et en fait ils se laissent pas. C'est bon, il est défoncé, on le laisse partir. C'est ce que j'ai vu. Après, peut-être j'idéalise un peu, et ça doit pas toujours être comme ça. Mais là, c'était la première soirée de rentrée, donc ça aurait pu être chaud. Il y avait beaucoup de monde et on était en t-shirt, donc il faisait bon. Et c'était d'un calme et d'un festif agréable. Oui, il y a quelques débordements, quelques cris, mais c'est frappant, cette solidarité entre eux. C'est pas l'image qu'on a forcément des gens de 19-20 ans actuellement. Je laisse parler madame qui veut s'exprimer. Oui, donc oui, moi je réagis aussi pour défendre le Trégor, parce que je trouve que je suis pas originaire d'ici, mais ça fait plus de 20 ans que j'y vis, et j'ai été frappée en arrivant sur la richesse associative, enfin toute l'offre culturelle. On a quand même une salle de spectacle, Pôle national des arts de la piste, on a une galerie d'art, l'imagerie, enfin plein de choses. Alors il manque une salle de musique actuelle, hein. Il faudrait qu'il y ait un lieu pour des concerts autres que les quelques concerts qui passent au Carré Magique. Mais justement, au lycée de Lannion, ça fait des années qu'on a un partenariat avec ces lieux-là, et qu'on propose à nos élèves de participer à des parcours de découverte. Et au fil des ans, malheureusement, je constate, alors oui, c'est le soir, donc on ne peut pas les obliger. Ça coûte un certain prix, mais vraiment pas grand-chose, hein, c'est 7 € le spectacle, c'est moins qu'une place de cinéma. Et cependant, j'ai constaté personnellement qu'au fil des années, il y avait de moins en moins d'élèves qui répondaient présents face à ces propositions. Alors peut-être qu'il faudrait imaginer aussi des dispositifs, et là, il ne faudra pas compter sur l'éducation nationale, hein. Vous avez compris que... Voilà. Mais peut-être que là, au niveau local, on pourrait donner un petit peu de sous pour que ça soit plus payant du tout, et qu'on puisse un peu plus obliger, parce qu'il faut un peu les forcer parfois, hein. Oh ouais, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas. Bon, puis une fois qu'ils y sont allés, ils découvrent que c'est super. Mais voilà. Et puis, oui. Et aller voir des gens pas connus, c'est pas si facile, en fait. Aller voir des gens pas très connus, qui ne sont pas connus par tout le monde, c'est pas si évident d'aller voir des spectacles de cirque, de théâtre, d'artistes dont on n'a pas forcément entendu parler, c'est pas toujours évident.
Madame. Je me permets d'intervenir par rapport à ce qu'a dit ma voisine. Moi, je viens de Rennes Métropole. J'y ai passé 17 ans où j'étais animatrice jeunesse, notamment, pas que, et responsable d'un service. Et en fait, là-bas, on avait imaginé quelque chose avec mes confrères, on va dire. C'était en fait un parcours jeune où les jeunes pouvaient aller dans différentes entités où ils faisaient des micro-trottoirs. Ils allaient, par exemple, voir les costumiers au niveau des opéras, au niveau d'un certain nombre de choses. Bon, après, c'est vrai que sur Rennes, il y a beaucoup de festivals, etc. Mais ils étaient privilégiés. La jeunesse avait une place autre qu'une personne lambda. C'est quelque chose qui a super bien marché. On l'a mis en place pendant 20 ans. Ça existe toujours. Et des petits frères qui voulaient venir parce que les grands avaient eu cette opportunité-là. Donc voilà, là, je me permets de m'adresser à, si j'ai bien compris, quelqu'un qui gère un festival dans le secteur. Et je pense qu'il y a moyen de faire des choses dans ce sens-là avec la jeunesse à moindre coût et ça peut intéresser beaucoup de monde. Voilà. En fait, c'est un peu ce qui ressort, vous me l'aviez dit quand on a préparé, c'est donner sa place, que le monde des adultes arrive à donner sa place à la jeunesse, ce qu'on n'est pas toujours capable de faire ici, visiblement. Il y a des manques. Pierre? Oui, je vais parler alors en tant qu'ancien président du festival. Nous, on est labellisé éducation populaire. Je pense que c'est quelque chose sur laquelle il faut revenir, c'est-à-dire que tout le monde a sa place dans les prises de décision. Là, je pense qu'il faut qu'on fasse gaffe, c'est pareil, on n'a pas beaucoup de jeunes autour de nous, il ne faut pas qu'on réfléchisse pour eux, il ne faut pas qu'on fasse pour eux. Si peut-être il y a un problème et qu'ils ne se sentent pas à l'aise avec les loisirs du territoire, c'est parce qu'ils ne leur correspondent pas. Et on n'a pas forcément la même culture. Je pense que Marie aura peut-être des choses à nous dire là-dessus aussi. Mais on n'a pas à imposer notre culture. Alors je ne dis pas l'imposer, c'est le mal mot, mais au contraire, on doit les amener à ça. Mais avant tout, pour les amener à avoir une diversité de culture, moi, tout ce que je demande, c'est de découvrir la leur. Et il faut qu'on leur donne, et qu'on ait des porteurs de projets locaux, et quand ils sont là, qu'on les lâche plus, pour qu'ils construisent leur propre offre de loisirs. Excusez-moi, il ne faut pas que ce soit toujours descendant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me posais la question tout à l'heure en parlant à ma voisine, parce que bon, je connais un petit peu le Trégor, mais il y a encore plein de choses que je ne connais pas. Je ne sais pas si ici, il existe ou pas des CMJ ou des conseils municipaux de jeunes. Aussi, oui, et quelle est leur place au niveau politique? Après, les conseils municipaux de jeunes, c'est chaque commune qui les gère et donc ils sont gérés de façon très différente. Justement, il n'y a pas une fédération par rapport à l'agglo où il y a des représentants qui un jour, comme les élus adultes, puissent s'exprimer sur le devenir du territoire et leurs enjeux. Au niveau de l'agglomération, ça n'existe pas. Moi, je peux, juste avant de te passer la parole, si tu veux, avant que tu aies parlé dessus de l'Agnon, c'est pareil, je ne suis pas obligé de... Et il va falloir qu'on conclue un moment quand même. Ça va tourner à la G, là. Jeudi prochain, il y a le comité local de jeunesse, qui est quelque chose qui n'existe pas sur tous les territoires, qui est le regroupement de tous les partenaires de la jeunesse, les techniciens touchés, les élus touchés et un collège de jeunes. Marie est membre de droit de ce comité local de jeunesse. Les Up Lannion, Up ta rentrée, Up ton Noël ont été créés avec le comité local de jeunesse, au sein du comité local de jeunesse. On a l'année dernière un festival de musique qui s'est mis en place et qui doit revoir le jour cette année en mai, qui s'appelle EMC2, un concours, un battle de groupes de musique de jeunes monté par des jeunes et pour les jeunes. Et les jeunes nous ont invités à venir sur cet événement pour nous permettre de questionner les jeunes sur notamment les questions en lien avec le bien-être. Donc en fait, ça existe et ça a des formes différentes d'un territoire à l'autre, et c'est un vrai travail à mener. C'est-à-dire qu'on peut vite revenir dans le rythme d'oublier et de faire pour. Mais voilà, il faut travailler là-dessus. Ouais. Il va falloir qu'on conclue. Donc on va donner la parole à un dernier intervenant. Si on ne vous répond pas, c'est pas trop grave, ou c'est quelque chose qui appelle une réponse? Non, pas forcément. Donc peut-être une dernière intervention avant une conclusion de Catherine Lebras du Conseil de développement. Et on a survolé beaucoup de sujets, on a essayé de faire un peu le tour des sujets. Peut-être que ça vous aura, c'est peut-être un peu superficiel du coup, et on aurait pu faire une soirée sur chaque sujet, je suppose.
mais on a essayé de faire le tour. Le rapport couvrait ces sujets-là, je pense. Il y a plus de détails dedans. Là, c'était un peu des retours de gens du territoire qui travaillent sur ces sujets, donc je crois que c'était quand même intéressant de ce point de vue-là. Mais il faut qu'on arrête à un moment. Donc, monsieur, et puis après, conclusion de Madame Lebras. Oui, juste réagir par rapport à l'espace qu'on peut laisser effectivement d'expression finalement. Alors les conseils jeunes et tout ça, c'est très bien, je pense que, enfin même pour le citoyen, mais on voit qu'il y a quand même un désengagement global des gens sur les institutions, donc ils vont pas forcément aller peut-être là-dessus. Par contre, on n'a pas parlé de tiers-lieux ce soir, et voilà, je suis porteur d'un projet de tiers-lieu, alors pas forcément orienté jeunesse, mais je pense clairement que pour connaître des projets, notamment à Redon, il y a le Parallèle qui est un tiers-lieu jeunesse, qui est vraiment un lieu d'expression pour les jeunes. Ils viennent, ils n'ont peut-être pas d'idée en arrivant, mais en fait, ils vont constituer des projets ensemble, ils vont créer une programmation, et en fait, on leur donne le support en fait, pour faire ça. Et a priori, ça a l'air de marcher. Donc je trouve que c'est intéressant. Il y a peut-être quelque chose à faire, de se dire, on ne va pas plaquer une organisation. Par contre, on va peut-être laisser un espace, en fait. Et petit à petit, il va venir s'enrichir avec les jeunes. Et voilà, et je pense que ça peut être intéressant. Merci. Catherine, une petite conclusion? Oui, ben moi je vais prendre la suite de ce qui a été dit. D'abord, merci à tous d'être venus, parce que ce qu'on souhaitait, c'était pas plaquer et faire des préconisations aux élus, aux partenaires, etc., à partir de ce travail qu'on a réalisé en partenariat. Moi, ce que je souhaite, c'est que maintenant, vous reveniez dans vos structures, vos associations, vos mairies, en essayant de diffuser le travail qu'on a pu réaliser et puis de le développer, de le faire vivre. Et notamment, bon, avec Gilles, le président, on n'avait pas voulu mettre en avant les préconisations qu'on faisait, notamment aux pages 24 et 25, mais maintenant que vous avez le document, vous allez pouvoir les relire, et puis effectivement, dans les préconisations, d'en créer les conditions de maintien et d'accueil des jeunes sur le territoire, il y a favoriser l'émergence des espaces de vie de proximité induisant une solidarité de voisinage, tiers-lieux, bar associatif. Donc voilà, pour répondre à ce qui a été dit. Et on pense effectivement que ça peut allier la culture, le festif et l'intergénérationnel, et aussi création de liens. Parce qu'en fait, de tout ce qu'on a pu dire ici, je pense que de créer des liens, c'est ce qui est essentiel, quoi. Et qui jouera à la fois sur tous les thèmes qu'on a pu développer. Merci. Donc effectivement, je vais juste dire les trois grands points qu'on a mis dans les préconisations. Créer les conditions de maintien et d'accueil des jeunes sur le territoire, je crois qu'on en a beaucoup parlé. Favoriser la place des jeunes dans la vie publique, économique et sociale du territoire, on en a aussi beaucoup parlé. Et prévenir les ruptures dans la prise en charge des jeunes en situation de fragilité, on en a aussi beaucoup parlé. Donc, je crois qu'on est dans le mille avec notre travail. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cette discussion. Bonne soirée.